Le jour où mon mari est parti à l'étranger, j'ai renvoyé la femme de chambre. Elle s'est agenouillée et a dit des mots qui m'ont laissé stupéfaite. La femme de chambre a exposé la vérité. La brume matinale était enveloppée par le rugissement d'un avion au décollage. Au moment exact où il a percé les nuages, j'ai poussé l'avis de licenciement signé sur la table en acajou vers Antoine. Il était le régisseur de cette maison depuis 7 ans. Dès le tout premier jour où Louis et moi nous étions installés dans cette maison conjugale du comté de Versailles. C'était Antoine qui essuyait la poussière de chaque fenêtre, s'occupait de chaque rosier grimpant du jardin et gérait la routine quotidienne de Louis avec une précision impeccable. Je pensais qu'il prendrait le papier calmement, ferait ses bagages et partirait. Au lieu de cela, ses genoux ont fléchi et il est tombé directement sur le sol de marbre froid. Il m'a regardé, ses lèvres tremblant longtemps avant qu'il ne parvienne enfin à prononcer une seule phrase. Cette phrase était comme une stalactite au cœur de l'hiver, transperçant directement mon cœur. Je suis resté figé, un frisson me montant le long de la colonne vertébrale, couche après couche, me coupant le souffle. À 4h17 ce matin-là, je m'étais réveillé. L'espace à côté de moi dans le lit était vide. Le matelas était complètement froid, ne laissant qu'une légère odeur florale de lessive mêlée au froid des premières heures. Flottant dans l'air de la chambre principale, j'ai marché pieds nus sur le tapis en cachemire. Les fibres douces enveloppaient la froideur de mes pieds alors que je me traînais pas à pas vers le couloir. Une mince bande de lumière jaune chaude s'échappait de sous la porte du bureau, accompagnée de voix étouffées. C'était Louis et Antoine. J'ai allégé mes pas, pressant mon oreille contre la porte en bois froide. Je ne pouvais pas distinguer des phrases complètes, ne saisissant que des fragments de mots, emballés et prêts. Rien ne va mal tourner. Elle ne remarquera rien. Leur voix était incroyablement basse, comme s'ils avaient peur de troubler le calme de l'aube. Pourtant, chaque mot me transperçait directement les oreilles. Je n'ai pas poussé la porte. Je n'ai pas fait de bruit. Je suis juste resté là un instant avant de me retirer tranquillement au lit. Le froid de la couette m'a enveloppé alors que je regardais le lustre en cristal au plafond. Il émettait un éclat froid dans l'obscurité, tout comme il y a 7 ans, lorsque Louis et moi l'avions choisi. Beau, mais entièrement dépourvu de chaleur. Marié pendant 7 ans. De 23 à 30 ans, les 7 meilleures années de ma vie avaient été épuisées dans cette maison. Épuisées pour Louis. J'avais fait des études de design d'intérieur à l'université. Mais je n'ai travaillé dans un cabinet d'architecte que 6 mois avant que Louis ne me supplie de rester à la maison. Il a dit, je prendrai soin de toi. Tu n'auras pas à rendre compte à un patron pour gagner ta vie. Il a dit, une maison ne se sent vraiment comme un foyer que lorsque tu es là pour lui donner vie. Je l'ai cru, et cette conviction a duré 7 ans. En ces 7 ans, je suis passé d'une fille capable de transporter des planches à dessin sur des chantiers à une femme au foyer à temps plein qui avait besoin d'Antoine pour l'aider à payer les factures d'eau et d'électricité. Tout dans la maison était géré par Antoine. Il savait mieux que moi à quelle température repassaient les chemises de Louis. Il savait exactement combien de crème Louis prenait dans son café. Il savait exactement quel costume Louis devait emporter pour un voyage d'affaires. Je pensais que c'était juste lui qui était dédié à son travail. Ce n'est que maintenant que j'ai senti cette petite anomalie troublante. C'était comme une fine aiguille cachée dans la doublure d'un manteau. On ne la sent pas normalement, mais au moment où elle presse contre votre peau, elle tire du sang. La porte de la chambre a cliqué doucement. Louis est entré. Il a marché à pas légers, s'approchant du lit. En me voyant les yeux ouverts, il s'est arrêté une seconde, puis a souri. Il s'est penché, me brossant les cheveux. Je t'ai réveillé. Ses doigts portaient le froid de l'extérieur. J'ai instinctivement tourné la tête, évitant son toucher. Sa main est restée suspendue en l'air une seconde avant qu'il ne la retire avec désinvolture, s'asseyant sur le bord du lit. Ton vol n'est pas à 6 heures du matin? Pourquoi fais-tu tes bagages si tôt, ai-je demandé, ma voix portant l'enrouement du réveil. J'avais peur d'oublier quelque chose, alors Antoine m'a aidé à faire mes bagages pour t'éviter des tracas. Il a parlé si naturellement, tendant la main pour prendre sa montre sur la table de nuit. Le claquement sec du fermoir de la montre était exceptionnellement fort dans la pièce silencieuse. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise, j'ai jeté les couvertures et je suis sorti du lit. Le tapis était toujours froid sous mes pieds. Je suis entré dans la salle de bain principale et j'ai poussé la porte. La coiffeuse était impeccable. Mes produits de soins étaient alignés parfaitement par hauteur.
Les brosses à dents dans le porte-brosse étaient orientées exactement au même angle, et le verre d'eau à température ambiante m'attendait là, parfaitement versé par Antoine chaque matin avant l'aube. 7 ans, chaque jour sans faute. Je pensais que c'était attentionné. Je pensais que cela signifiait la stabilité. Maintenant, tenant ce verre d'eau, mes doigts pressés contre le verre. Je ne sentais qu'un terrifiant sentiment de peur. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était un peu pâle avec des cernes sous les yeux dû à un mauvais sommeil. Ma main s'est inconsciemment déplacée vers le bas de mon ventre. Le geste était incroyablement léger, comme si j'avais peur de faire fuir quelque chose. Je venais de découvrir la semaine dernière, enceinte de 6 semaines. Je n'avais rien dit à personne, y compris à Louis. J'avais prévu d'attendre son retour de ce voyage d'affaires pour lui faire une surprise. Pendant 7 ans de mariage, il a toujours dit que sa société naissante n'était pas assez stable, qu'il n'y avait pas d'urgence à avoir des enfants. J'ai attendu. J'ai attendu 7 ans et finalement cette petite vie est arrivée. J'avais même secrètement pensé à plusieurs noms. J'imaginais à quel point il serait ravi quand il le découvrirait. J'imaginais nos journées en famille de 3. Mais maintenant, ces attentes étaient comme une bulle de savon percée par une aiguille, se brisant au moindre toucher. J'ai bu une gorgée d'eau. Elle a glissé dans ma gorge, portant une très légère, presque imperceptible amertume. Dans le passé, j'ai toujours supposé que c'était juste le goût du filtre à eau et je n'y ai jamais prêté attention. Ce n'est que lorsque j'ai reçu mes résultats de laboratoire la semaine dernière et que le médecin m'a demandé si j'avais pris des suppléments étranges parce que mes niveaux d'hormones endocriniennes étaient très anormaux que je me suis soudainement souvenu de ce goût amer persistant. Au moment où je suis descendu, le ciel virait juste au gris pâle. La brume matinale entrait par les baies vitrées, portant la légère odeur des rosiers grimpants du jardin. Le petit déjeuner était déjà dressé dans la salle à manger, les œufs bénédicts préférés de Louis, le jaune parfaitement coulant. À côté, un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Devant moi, un bol de flocons d'avoine chaud avec du sirop d'érable et des baies fraîches, exactement comme je les aimais. Antoine se tenait près de la table à manger dans son uniforme bleu marine immaculé, ses cheveux soigneusement peignés sans une seule mèche rebelle. En me voyant descendre, il s'est légèrement incliné, sa voix douce. « Bonjour, madame. Le petit déjeuner est prêt. Il est à la température parfaite. Veuillez vous asseoir. » 7 ans, il était toujours comme ça, respectueux, méticuleux, impeccable. Je l'ai regardé, j'ai hoché la tête, j'ai tiré une chaise et je me suis assise. Louis était déjà assis, tenant son iPhone, ses pouces volant rapidement sur l'écran. Ses sourcils étaient légèrement froncés comme s'il s'occupait d'une crise urgente. Je suis restée assise longtemps avant qu'il ne lève enfin les yeux, me faisant un sourire. Le porridge refroidit. Mange. Puis il a de nouveau baissé les yeux sur son téléphone, ses doigts ne s'arrêtant jamais. Le repas fut incroyablement silencieux, à part le tintement des couverts contre la porcelaine et le rapide tapotement de Louis répondant aux emails. J'ai gardé la tête baissée, mangeant le porridge, mais la douce saveur d'érable avait un goût de cendre dans ma bouche. Je pensais que tu n'allais pas à Londres avant le mois prochain. Pourquoi ce changement soudain? J'ai posé ma cuillère et les regardé, ses doigts tapants se sont arrêtés. Il a levé les yeux vers moi, son regard se déplaçant légèrement, évitant tout contact visuel direct. Il a pris son café, a bu une gorgée et a dit, les partenaires européens ont changé le programme à la dernière minute. Ils précipitent les choses, alors je n'ai pas le choix. C'est juste 2 semaines. Je serai bientôt de retour. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Chaque fois qu'il mentait, il avait une habitude inconsciente de toucher son lobe d'oreille. Il ne le savait même pas, mais je l'avais mémorisé pendant 7 ans. Il vient de le toucher. Les roses du jardin ont besoin d'être taillées. Je m'en occuperai quand je rentrerai, a-t-il dit, changeant de sujet, jetant un coup d'œil par la fenêtre aux treillis de roses. De nouveaux bourgeons poussaient déjà sur les branches qu'Antoine avait taillées en hiver, attendant de fleurir au printemps. Je n'ai toujours pas répondu. J'ai baissé la tête et j'ai continué à manger. Le porridge avait refroidi, glissant dans ma gorge avec une texture lourde et épaisse. Il était passé 5 heures du matin lorsque nous avons fini le petit déjeuner. Le ciel était un peu plus clair, mais la brume s'était épaissie. Les chênes à l'extérieur étaient enveloppés dans la brume, ne montrant que des contours flous. La voiture avec chauffeur est arrivée dans l'allée, ses phares s'épanouissant en 2 halos jaunes chauds dans le brouillard.
Louis a saisi la poignée de sa valise pour se lever. Antoine s'est immédiatement précipité, lui prenant le bagage des mains. « Laissez-moi faire, monsieur. Ne vous fatiguez pas, ces mouvements étaient aussi naturels que s'il les avait fait 1000 fois. » Louis n'a pas refusé, le laissant faire et permettant à Antoine de se diriger vers la porte avec la grande valise. Je me suis tenu là à les regarder. Antoine savait mieux que moi que la roue arrière gauche de cette valise restait un peu bloquée et devait être soulevée pour passer le seuil. Il savait mieux que moi que les antiacides et les pansements de Louis étaient rangés dans la poche zippée avant. Il connaissait bien mieux que moi chaque article dont Louis avait besoin pour ce voyage. Moi, l'épouse légitime, je ressemblais à une étrangère totale. Le trajet jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle fut d'un silence de mort. Louis était assis sur le siège passager avant. J'étais assise à l'arrière. L'espace entre nous semblait une rivière infranchissable. Le chauffeur se concentrait sur la route. Le brouillard était épais, et les essuie-glaces balayaient occasionnellement le pare-brise pour enlever la condensation. Les branches nues des platanes le long de l'autoroute défilaient dans la brume, impossible à distinguer clairement. Je m'appuyais contre la vitre, ma main reposant doucement sur mon ventre, mon esprit un désordre inextricable. D'un côté, le bébé que je venais de découvrir, le miracle que j'attendais depuis 7 ans. De l'autre, le comportement anormal de Louis, la perfection troublante d'Antoine, et les sombres courants sous-jacents cachés sous notre vie paisible que je ne pouvais déchiffrer. Je me suis même secrètement demandé si les deux avaient une relation tordue et illicite. Après tout, ils passaient chaque jour ensemble. Antoine gérait sa nourriture, ses vêtements et son emploi du temps. Il passait plus de temps avec Louis que moi. Cette broche en perles vintage que je cherchais. Le seul héritage que ma défunte mère m'avait laissé. Je l'avais rangée en toute sécurité dans ma boîte à bijoux en velours. Pourtant, je l'ai vu glisser dans la doublure en filet de la valise de Louis plus tôt. J'avais demandé à Antoine à ce sujet et il avait affirmé ne l'avoir jamais vue. Mais à part lui, personne d'autre ne touchait ma boîte à bijoux, et personne d'autre ne touchait les bagages de Louis avec désinvolture. Plus j'y pensais, plus mon cœur s'enfonçait, comme si je plongeais dans de l'eau glacée. Nous sommes arrivés au terminal 2F à 5h40 du matin. L'enregistrement des bagages s'est déroulé sans accroc. Au contrôle de sécurité, Louis s'est arrêté, s'est retourné et m'a serré dans ses bras. Son étreinte était incroyablement légère. Juste un léger enveloppement de ses bras autour de mon dos. 2 tapotements rapides comme une formalité requise. Sois sage à la maison. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Antoine prendra bien soin de toi, a-t-il murmuré à mon oreille. Sa voix était basse. Toujours Antoine. L'aiguille invisible dans mon cœur m'a de nouveau transpercé violemment. Je ne l'ai pas serré en retour. J'ai juste hoché la tête et dit, bon vol. Il m'a lâché, a souri, s'est retourné et est entré dans la file d'attente de sécurité sans se retourner. Ses pas étaient rapides, sa silhouette se fondant rapidement dans la foule de l'aéroport, avalée par le brouillard matinal comme s'il n'avait jamais existé. Je suis resté sur place, fixant la direction où il avait disparu pendant longtemps. Ce n'est que lorsque les haut-parleurs ont annoncé le dernier appel à l'embarquement pour son vol que je me suis retourné et suis sorti du terminal. Sur le chemin du retour vers le comté de Versailles, le brouillard s'est lentement levé. Le soleil est apparu. Une lumière dorée a percé les nuages et a frappé l'asphalte, d'une luminosité aveuglante. J'ai conduit ma voiture, repassant en boucle les détails des 6 derniers mois dans ma tête. Toutes les anomalies que j'avais ignorées se déroulaient maintenant image par image comme un film devant mes yeux. Il y a 3 mois, il a commencé à rentrer tard, sentant constamment le whisky. La porte du bureau était toujours verrouillée. Il n'avait jamais verrouillé le bureau auparavant. Il y a 2 mois, il a changé le code d'accès de son iPhone. C'était notre anniversaire de mariage. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Il ne laissait plus son téléphone sur le comptoir de la cuisine, l'emportant dans la salle de bain, même lorsqu'il prenait sa douche. Il y a 1 mois, je me suis levé au milieu de la nuit pour boire de l'eau et j'ai vu la lumière du bureau allumée. La porte était verrouillée. J'ai supposé qu'il était à l'intérieur. Quand la porte s'est ouverte, c'était Antoine. Il était assis devant l'iMac de Louis. En me voyant, il a fermé frénétiquement les fenêtres du navigateur, son visage devenant pâle. Il a dit, « Madame, j'ai vu que la lumière était allumée, alors je suis venu faire le ménage. » Mais j'ai clairement vu l'écran lumineux,
sa main posée sur la souris. Il n'avait pas du tout l'air de nettoyer. Et puis il y avait ce verre d'eau quotidien, ce léger goût amer, la broche en perles manquante qui est miraculeusement apparue dans ses bagages. L'itinéraire dont il avait parlé à Antoine à l'avance, mais qu'il m'avait gardé secret. Tous ces détails s'assemblaient comme un filet, m'enveloppant si étroitement que je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais qu'arriver à la conclusion la plus laide mais la plus logique. Lui et Antoine avaient une liaison. Je me suis garé dans le garage et j'ai éteint le moteur. Je suis resté assise dans la voiture en silence complet pendant 10 minutes avant d'ouvrir la porte et d'entrer dans la maison. L'immense maison de 370 mètres carrés était d'un silence de mort. Seul Antoine était dans le salon, tenant un chiffon en microfibre, essuyant la table basse en acajou. Il l'essuyait méticuleusement, nettoyant chaque creux sculpté le long des bords. En me voyant entrer, il a immédiatement posé le chiffon, s'est rapidement avancé et a pris mon sac à main avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à la maison, madame. Monsieur Louis a embarqué sans problème, je suppose. Je vous ai préparé du café. Votre coconut torréfié préféré. Il est à la température parfaite. Je n'ai pas dit un mot. J'ai troqué mes chaussures contre des chaussons, je me suis dirigé vers le canapé du salon et je me suis assise. La lumière du soleil entrait par les baies vitrées, frappant le sol de marbre poli d'un éclat aveuglant. Antoine a rapidement apporté le café et l'a posé sur la table devant moi. Une légère vapeur s'élevait de la tasse en porcelaine blanche. Le riche arôme flottait. Le parfum exact que j'avais senti pendant 7 ans. J'ai regardé le café sans le toucher, puis j'ai levé les yeux vers Antoine qui se tenait à proximité. Il avait toujours cette posture respectueuse, impeccable, les mains sur les côtés, se tenant parfaitement droit, comme tous les jours depuis 7 ans. Antoine, vous êtes avec nous depuis 7 ans maintenant, n'est-ce pas? J'ai parlé, ma voix si calme qu'elle ne contenait absolument aucune émotion. Il a hésité une seconde, puis a hoché la tête. Oui, madame. 7 ans et 3 mois. J'ai commencé à travailler ici 1 mois avant que vous et monsieur Louis ne vous mariez. Le temps passe vite. J'ai hoché la tête, j'ai pris le dossier jaune à côté de moi, j'ai sorti l'avis de licenciement que j'avais imprimé et signé plus tôt, et je l'ai glissé doucement vers lui. Ceci est votre avis de licenciement. Je paierai votre salaire jusqu'à la fin du mois, et j'ajoute une indemnité de départ d'1 année complète en compensation. Vous pouvez faire vos affaires et partir aujourd'hui. Je pensais qu'il l'accepterait calmement. Je pensais qu'il attendait ce jour. Je pensais qu'il accepterait poliment comme il le faisait toujours, puis ferait ses valises et partirait. Au lieu de cela, toutes les couleurs ont quitté son visage. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc, fixant intensément le papier. Puis il a levé la tête vers moi. Ses yeux se sont remplis d'horreur et de panique absolue. Madame, pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? Dites-moi. Je le réparerai. Je promets que je le réparerai. Vous avez tout fait parfaitement. Je l'ai regardé, mon ton inébranlable. Pendant 7 ans, vous avez géré cette maison sans faille. Vous n'avez jamais commis une seule erreur. C'est juste que j'ai décidé que cette maison n'avait plus besoin d'un régisseur. Madame, monsieur Louis a-t-il dit quelque chose ou vous ai-je offensé d'une manière ou d'une autre? S'il vous plaît, dites-moi. Je ne peux vraiment pas partir. Ses lèvres ont commencé à trembler et sa voix s'est brisée par les larmes. Monsieur Louis n'est pas à la maison. Je ne peux pas être tranquille en vous laissant ici seul. Si je pars, qui s'occupera de vous? Je peux prendre soin de moi. Vous n'avez pas à vous en soucier. Je me suis penché en arrière sur le canapé, le regardant, un feu s'allumant lentement dans ma poitrine. Même maintenant, il faisait toujours semblant, agissant toujours comme s'il était entièrement dévoué à mon bien-être. Faites vos affaires. Soyez parti d'ici cet après-midi. Il m'a regardé, et des larmes ont soudainement jailli de ses yeux. Puis ses genoux se sont pliés, et avec un lourd bruit sourd, il est tombé directement sur le sol de marbre glacé. Le bruit était fort, résonnant dans le salon caverneux. J'ai sursauté instinctivement, me levant et criant, « Que faites-vous? Levez-vous. » Il ne s'est pas levé. Il est resté planté à genoux, me regardant, des larmes coulant sur son visage, éclaboussant le marbre et laissant de petites marques humides. Ses lèvres ont tremblé longtemps avant qu'il ne parvienne enfin à étouffer les mots. Les mots qui ont pénétré mon cœur comme un pic à glace, envoyant un frisson paralysant le long de ma colonne vertébrale.
Madame, vous ne pouvez pas me faire partir. Si je pars, le bébé dans votre ventre ne survivra pas. Monsieur Louis me fait glisser des médicaments dans vos boissons depuis 6 mois. Je suis resté exactement là où j'étais, ayant l'impression d'avoir été cloué au sol de marbre. Ma main a heurté la tasse de café. Du café brûlant a débordé, éclaboussant le tapis en cachemire crème, laissant une énorme tache brun foncé comme une cicatrice ineffaçable. Mes oreilles bourdonnaient comme un millier d'abeilles dans ma tête. La lumière du soleil se déversait, baignant mon corps de lumière, mais tout ce que je ressentais était froid. Un froid profond qui irradiait de la moelle. Quoi? Qu'avez-vous dit? Ma voix tremblait si violemment que je pouvais à peine former les mots. Je ne pouvais même plus me tenir droite. J'ai saisi le dossier du canapé juste pour m'empêcher de m'effondrer. Antoine était à genoux sur le sol, tremblant de façon incontrôlable, son front pressé contre le marbre froid. Sa voix était étouffée par les sanglots. Madame, je suis tellement désolé. Je vous ai trahi. Je voulais vous le dire depuis si longtemps, mais j'étais terrifié. Monsieur Louis m'a menacé. Il a dit que si je soufflais un mot, il s'assurerait que je ne pourrais plus jamais travailler dans cette région et il retirerait Clément de la Sorbonne pour que mon fils ne puisse jamais terminer ses études. Je suis tellement désolé, madame. Il a frappé son front contre le sol, produisant un bruit sourd et lourd encore et encore, comme s'il le frappait directement contre mon cœur. Je l'ai regardé, incapable de parler. Mon cerveau rejouait la phrase qu'il venait de prononcer en boucle. Monsieur Louis me fait glisser des médicaments dans vos boissons depuis 6 mois. 6 mois. Donc le léger goût amer dans ce verre d'eau n'était pas mon imagination. Donc ma fatigue constante, ma faiblesse et mon teint pâle au cours des 6 derniers mois n'étaient pas seulement l'anémie suggérée par le médecin. Donc le bébé que j'avais prié pendant 7 ans était ciblé pour être détruit par son propre père biologique dès le début. Quel médicament? J'ai serré le canapé et je me suis lentement laissé tomber sur les coussins. Ma voix sonnait comme du papier de verre rugueux. Antoine a levé la tête. Son visage était couvert de larmes et de mucus. Ses cheveux étaient en désordre, des mèches collant à son visage humide. Il ne ressemblait en rien au majordome impeccable et propre qu'il était toujours. C'était une poudre blanche. Il y a 6 mois, Monsieur Louis est venu me voir et m'a donné une bouteille. Il m'a dit que c'était un supplément vitaminique pour la circulation sanguine, que c'était bon pour votre santé. Il m'a dit de le mettre dans votre eau du matin et votre café tous les jours. Il a dit que je ne devais jamais sauter une dose. Sa voix tremblait violemment, pleurant en parlant. Au début, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Monsieur Louis est mon employeur. Je n'osais pas lui désobéir. J'ai fait exactement ce qu'il a demandé, en mettant une toute petite quantité dans votre eau. Mais plus tard, je vous ai vu devenir de plus en plus léthargique. Vous aviez toujours sommeil, votre visage empirait de jour en jour. J'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai secrètement apporté une partie de la poudre restante à un pharmacien de la ville. Le pharmacien m'a dit que prendre ce médicament à long terme détruirait le système endocrinien d'une femme, provoquerait l'infertilité, et même si elle tombait enceinte, cela provoquerait une fausse couche. Cela endommagerait de façon permanente son corps. Il a pleuré encore plus fort à ce moment-là, pressant de nouveau sa tête contre le sol. Madame, quand je l'ai découvert, mon âme a quitté mon corps. Je voulais vous le dire, mais Monsieur Louis l'a découvert. Il m'a appelé dans le bureau, m'a injurié et a menacé que si j'osais vous dire un mot, il me licencierait sur le champ et enverrait des gens ruiner la vie de Clément à l'université pour qu'il ne puisse jamais obtenir son diplôme. Clément venait de commencer sa première année. Il a travaillé si dur pour entrer dans cette école. Je ne pouvais pas ruiner la vie de mon fils, madame. Il m'a regardé, les yeux remplis d'une culpabilité et d'un désespoir accablant. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais que vous le cacher. Mais chaque jour, quand je préparais vos boissons, j'utilisais secrètement de moins en moins de poudre. J'étais tellement terrifié de vraiment nuire à votre santé. J'ai vécu dans l'agonie tous les jours. Je ne peux ni manger ni dormir. Je suis tellement désolé, madame. Je suis resté assise sur le canapé à l'écouter, mes doigts s'enfonçant dans le rembourrage si fort qu'ils sont devenus engourdis. Mon esprit était complètement vide, comme si quelqu'un m'avait donné un coup de batte de baseball à l'arrière de la tête. Je ne pouvais pas penser. Je ne pouvais que me souvenir de ce verre d'eau tiède quotidien. Ce léger goût amer se répandant sur ma langue.
Une amertume qui me donnait envie de vomir. 7 ans de mariage, partageant un lit pendant 7 ans. Je pensais qu'il était mon refuge, me protégeant de la tempête. Je n'aurais jamais imaginé que chaque tempête de ma vie était créée par lui. Il ne voulait pas seulement ruiner ma vie et voler tout ce que je possédais. Il voulait détruire mon corps. Il voulait s'assurer que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Il voulait me laisser absolument aucune issue. Je n'osais même pas penser à ce qui se serait passé si je n'avais pas découvert la grossesse tôt. Si je n'avais pas renvoyé Antoine aujourd'hui, si j'avais continué à boire cette eau empoisonnée, quel aurait été le destin de ce bébé que j'attendais depuis 7 ans? Pourquoi fait-il ça? J'ai parlé, ma voix si calmement glaciale, que cela m'a surprise moi-même. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste senti un vide énorme dans ma poitrine, comme si un morceau de mon âme avait été sculpté. Je ne sais pas, madame. Je jure que je ne sais pas, Antoine a secoué la tête, pleurant. Monsieur Louis ne m'a jamais rien dit de ses affaires. Tout ce que je sais, c'est qu'au cours des 6 derniers mois, il était constamment dans le bureau tard le soir à passer des appels téléphoniques. Il gardait sa voix très basse. Quand je passais, j'entendais occasionnellement des phrases comme fond manquant, trou massif et on ne peut plus le cacher. Il est également sorti rencontrer des gens très louches. Il revenait toujours furieux, parfois en jetant des choses dans la pièce. Il a fait une pause, a reniflé et a continué. Et madame, monsieur Louis ne va pas à Londres pour affaires. Les vols qu'il a réservés sont pour le Panama avec plusieurs escales pour brouiller les pistes. Il vous a menti. Avant de partir, il m'a dit qu'à peine son avion décollait, je devais emballer toutes ses affaires dans la maison et jeter tout ce qui était inutile. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Une fois parti, il n'avait aucune intention de revenir. Mon cœur s'est serré d'un cran. N'avait aucune intention de revenir. Donc, il avait planifié son évasion depuis le début. Il allait me laisser seul ici pour faire face au désordre catastrophique qu'il avait laissé derrière lui. Quoi d'autre? Quoi d'autre a-t-il fait? Je l'ai regardé, demandant mot par mot. Antoine a mordu sa lèvre comme s'il prenait une décision finale désespérée. Il m'a regardé. Chaque mot qu'il prononçait était un poignard qui se plantait directement dans mon cœur. L'hôtel particulier de Montmartre que ma mère m'avait laissé était mon seul bien prénuptial. C'était mon ultime filet de sécurité, et il l'avait secrètement hypothéqué. Les 300 000 € que j'avais économisés en travaillant, plus ce que ma mère m'avait laissé. Il avait transféré chaque sou, la vie stable que je pensais avoir, le mariage heureux auquel je croyais. Depuis le début, ce n'était rien d'autre qu'une escroquerie méticuleusement élaborée. Il avait construit une serre autour de moi, m'élevant à l'intérieur, me privant de ma capacité à survivre seul, me privant de mes défenses, et puis, alors que j'étais complètement inconsciente, il avait retiré les planches sous mes pieds, refusant de me laisser même une seule planche pour flotter. M'a-t-il laissé quelque chose du tout, ai-je demandé après un long silence. Oui. Dans le tiroir du bas de son bureau, il vous a laissé une enveloppe avec des documents. Il m'a dit de vous les donner seulement après que son avion soit en l'air, a dit rapidement Antoine, se poussant du sol avec ses mains. Ses jambes étaient engourdies, et il a vacillé, tombant presque à genoux. Je vais vous les chercher, madame. Je vais les chercher tout de suite. Il a trébuché en courant vers le bureau. Il est rapidement revenu avec une enveloppe blanche et un dossier jaune, me l'étendant. Mon nom était écrit sur l'enveloppe. C'était l'écriture de Louis. Je la connaissais bien. Il y a 7 ans, il m'a écrit des lettres d'amour avec cette écriture. Nos faire-part de mariage avaient été écrits par lui. Chaque année, pour mon anniversaire, les cartes étaient écrites dans cette écriture exacte. Je pensais autrefois que son écriture était belle, audacieuse et forte. Maintenant, en la regardant, cela me brûlait les yeux. J'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier mince avec seulement quelques lignes de texte. Gisèle, je suis désolé. La société est en faillite. Je dois une somme d'argent considérable et je ne peux pas la rembourser. Je dois partir. J'ai hypothéqué la maison et pris les économies. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit. Divorçons. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Ils sont chez mon avocat. Appelez-le pour le traiter. Ne me cherchez pas. Vous ne me trouverez pas. Prenez soin de vous, Louis.
Juste ces quelques lignes. Si légères. Exactement comme l'homme lui-même. Aucun sens des responsabilités. Aucun remords sincère. Juste un « je suis désolé », creux, comme si cela pouvait effacer 7 ans d'amour. Effacer tout le traumatisme qu'il m'a infligé. Effacer chaque crime qu'il a commis. J'ai tenu la lettre, mes mains tremblant de façon incontrôlable. Les bords du papier se sont froissés sous ma prise ferme. Finalement, les larmes ont éclaté, tombant sur le papier, estompant l'encre noire en taches désordonnées. Antoine se tenait à côté de moi, pleurant encore plus fort. « Madame, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Vous êtes enceinte. Vous ne pouvez pas vous énerver comme ça. C'est mauvais pour votre santé. Tout est de ma faute. Si je vous l'avais dit plus tôt, cela ne serait jamais arrivé. Vous pouvez me frapper. Vous pouvez me maudire. S'il vous plaît, ne gardez pas tout cela à l'intérieur. » J'ai levé la tête, j'ai essuyé les larmes de mon visage, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Levez-vous. » Le sol est froid. Il s'est figé, trop effrayé pour bouger, me regardant sous le choc. « Levez-vous » ai-je répété, ma voix ferme. Je ne vous blâme pas. Vous avez été victime de chantage. Ce n'est qu'alors qu'il s'est lentement levé. Ses jambes étaient si engourdies qu'il a dû s'accrocher à la coudoir du canapé pendant longtemps pour se stabiliser. Il a gardé la tête baissée, n'osant pas me regarder. Comme un enfant qui avait fait quelque chose de terriblement mal. Ses 2 mains serraient fermement l'ourlet de son uniforme, tout son corps tremblait. J'ai regardé le café sur la table. Il était devenu complètement froid. Au fond de la tasse en porcelaine blanche se trouvait une fine couche de résidus bruns. C'était le poison, la drogue que je consommais depuis 6 mois et qui avait failli détruire ma vie et celle de mon enfant. En mettiez-vous tous les jours? N'avez-vous jamais arrêté, ai-je demandé, fixant la tasse. Oui, monsieur. Louis me surveillait toujours. Je n'osais pas arrêter, a-t-il hoché la tête, sa voix incroyablement basse, remplie de honte. Mais à chaque fois, je n'en mettais qu'une infime trace. Beaucoup, beaucoup moins que ce que monsieur Louis m'avait ordonné d'utiliser. J'étais terrifié de vraiment vous nuire ainsi qu'au bébé. Je suis tellement désolé, madame. Je n'ai pas parlé. J'ai doucement posé ma main sur mon ventre. Le mouvement était incroyablement léger et prudent. 6 semaines. Le bébé n'avait que la taille d'un pois chiche, reposant tranquillement en moi. Son père biologique avait épuisé toutes les méthodes maléfiques pour l'empêcher d'entrer dans ce monde. Mais il avait quand même trouvé son chemin. Il était venu à moi. « N'aie pas peur, bébé », ai-je murmuré dans mon cœur. Maman est là. Maman te protégera absolument. Dehors, le soleil montait plus haut, brillant à travers la vitre sur les treillis de roses dans la cour. Les bourgeons nouvellement éclos semblaient si tendres qu'ils auraient pu laisser échapper de l'eau. Les roses qu'Antoine avait cultivées pendant 7 ans éclateraient en une floraison spectaculaire chaque printemps. Rouge, rose, jaune, blanche, une explosion de vie vibrante. Je pensais toujours que ce jardin plein de fleurs était le symbole de notre vie florissante et passionnée. Ce n'est que maintenant que j'ai réalisé que peu importe la beauté de ces fleurs, tout était une illusion. Les racines étaient complètement pourries. Je me suis penché en arrière sur le canapé et j'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, il n'y avait plus de larmes. Louis s'est enfui. Très bien, je vais nettoyer le désordre catastrophique qu'il a laissé derrière lui. Il a vidé mes économies. Très bien, je peux les récupérer. Il a essayé de tuer mon enfant. Très bien, je me battrai de toutes mes forces pour protéger mon bébé et le regarder grandir en toute sécurité et en bonne santé. Pendant 7 ans, j'étais une vigne dépendante, comptant entièrement sur Louis pour survivre. Maintenant qu'il avait donné un coup de hache à la vigne, j'ai réalisé que je n'étais pas juste une plante faible s'accrochant à quelqu'un d'autre. Je pouvais planter mes propres racines. Je pouvais faire pousser mes propres branches. Je pouvais soutenir le ciel toute seule. Antoine, dis-je en regardant l'homme debout à côté de moi. Il leva la tête d'un coup, les yeux remplis de tension. Oui, madame. L'avis de licenciement est nul. Je le regardais, prononçant chaque mot distinctement. Vous restez. Vous continuerez à travailler dans cette maison. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Il fut stupéfait.
Ses yeux s'écarquillèrent, me fixant, incapable de comprendre ce que je venais de dire. Des larmes jaillirent de ses yeux à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de la culpabilité, mais une émotion accablante. « Madame, vous le pensez vraiment? Vous ne me chassez pas ?» J'acquiesçai. « Mais j'ai des conditions. Tout ce que Louis a fait et que vous savez, vous me le direz en détail. Ne cachez rien. Et à partir de maintenant, absolument tout dans cette maison passe par moi. Vous n'écouterez plus jamais un mot de Louis. Même s'il vous contacte, vous devez me le dire immédiatement. Je promets. Je promets tout. » Il hocha furieusement la tête, des larmes coulant sur son visage. « Soyez assurée, madame, à partir de maintenant, je ne réponds qu'à vous. Même si Louis me battait à mort, je ne lèverai plus jamais le petit doigt pour lui. Je jure sur ma vie que je prendrai parfaitement soin de vous et du bébé pour racheter mes péchés. Ma vie vous appartient. » Je le regardai et restai silencieuse. Ce n'était pas que je ne lui en voulais pas. Il avait mal agi. Son silence m'avait presque tué, moi et mon enfant. Mais en ce moment, je n'avais personne autour de moi en qui je pouvais avoir confiance. Louis s'était enfui, laissant derrière lui une montagne de catastrophes. J'étais enceinte. J'avais besoin de soins, et j'avais besoin d'aide. Antoine ressentait une immense culpabilité, mais il ressentait aussi une immense gratitude envers moi. Il était la seule personne en ce moment qui me protégerait sincèrement et farouchement. Il y a 3 ans, sa mère était tombée gravement malade et avait besoin d'une opération. Il ne pouvait pas se permettre la facture médicale de 30 000 € et pleurait tous les jours dans la cuisine. Je lui ai tendu un chèque de banque sans hésiter et j'ai sauvé la vie de sa mère. Je ne lui ai jamais demandé de me rembourser. Il a gardé cette dette de gratitude dans son cœur. Je le savais. Verser ce café dans l'évier et jeter la tasse à la poubelle, dis-je en regardant la table. À partir de maintenant, chaque goutte d'eau que je bois et chaque bouchée de nourriture que je mange doivent être préparées de vos propres mains. Personne d'autre n'y touche et rien d'autre n'y entre. Oui. Tout de suite, madame, accepta-t-il rapidement, se dirigeant pour prendre le café et la tasse, se précipitant dans la cuisine. Bientôt, j'ai entendu le bruit de l'eau qui coulait, le bruit sourd de la tasse heurtant la poubelle. Je me suis assise sur le canapé, ma main toujours posée sur mon ventre. Regardant le soleil à l'extérieur, mon cœur a lentement retrouvé son ancre. Louis, tu pensais que fuir me détruirait. Tu avais tort. Je ne m'effondrerai pas comme ça. Tout ce que tu me dois, je le reprendrai avec des intérêts. Je survivrai. Je donnerai naissance à ce bébé. Je vivrai ma vie et je la vivrai 1 million de fois mieux que lorsque tu en faisais partie. À 14 heures, j'étais assise dans la salle d'attente d'une clinique d'obstétrique-gynécologie dans le centre de Paris. L'odeur d'antiseptique emplissait le couloir, mêlée aux cris de bébé et à la voix électronique stérile du système d'appel annonçant les noms. Les gens allaient et venaient, bruyants et chaotiques. Pourtant, cela me donnait un étrange sentiment d'ancrage. C'était le vrai monde. La vraie vie désordonnée et respirante, pas la sécurité fragile et factice que Louis avait construite autour de moi et qui s'était brisée au toucher. Je serrais les résultats de laboratoire de la semaine dernière dans ma main. La fine feuille de papier était froissée d'avoir été tenue si fermement. Les mots « grossesse intra-utérine » imprimés dessus avaient été lus par moi d'innombrables fois. À chaque regard, mon cœur s'attendrissait un peu et se serrait un peu. Antoine avait insisté pour venir avec moi. Au début, je lui avais dit non. Je lui avais dit de rester à la maison et de ranger toutes les affaires de Louis. De trier ce qu'il fallait jeter et ce qu'il fallait ranger. Mais quand je suis sorti des portes, j'ai vu dans mon rétroviseur qu'il avait appelé un Uber et qu'il me suivait juste derrière, gardant une distance prudente, terrifié que quelque chose m'arrive, mais ayant peur de me mettre en colère. Quand je me suis garé au garage de l'hôpital, il a couru immédiatement. Il s'est tenu près de ma portière de voiture, me regardant nerveusement. « Madame, je ne vous dérangerai pas. J'attendrai juste ici dehors. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Vous êtes enceinte et être seule, je ne peux pas être tranquille. » J'ai regardé la profonde inquiétude et la culpabilité dans ses yeux et je ne l'ai pas renvoyé. J'ai juste hoché la tête et dit « Venez alors ». Il a souri instantanément comme un enfant à qui on avait donné un bonbon. Il s'est précipité pour m'ouvrir la porte et a plané autour de moi tout le long de la marche,
me protégeant soigneusement de quiconque me heurterait. Maintenant, il était assis raidement sur la chaise à côté de la mienne, fixant intensément le moniteur numérique des files d'attente, l'air encore plus nerveux que moi. Ses mains serraient son manteau si fort que ses phalanges étaient blanches. Je ne lui ai rien dit. J'ai juste continué à regarder mes résultats de laboratoire, mon esprit s'emballant. Je n'avais pas prévu de parler au médecin des avortements que Louis m'avait faits. Je n'avais prévu de dire que j'étais enceinte, que je ne me sentais pas bien et que je voulais un examen complet du développement du bébé pour voir s'il y avait des anomalies. J'étais terrifié que si je disais la vérité, le médecin me presserait d'interrompre la grossesse. C'était le bébé que j'attendais depuis 7 ans. C'était la seule lumière qu'il me restait. Je ne pouvais pas le perdre. Gisèle, veuillez vous rendre à la salle d'examen 3. Le système de sonorisation a appelé mon nom. Je me suis levé et Antoine a instantanément sauté aussi, tendant les mains pour soutenir mon bras. Attention, madame. Je vous accompagne à la porte. Vous n'avez pas besoin. Attendez juste ici dehors. J'ai secoué la tête et lui ai tapoté le bras. Ne vous inquiétez pas. Je reviens tout de suite. Il a hoché la tête et m'a lâché. Mais il m'a tout de même suivi jusqu'à la porte de la salle d'examen, ne s'arrêtant que lorsque je suis entré. Il est resté de garde à la porte comme une sentinelle. La docteure était une femme d'une 50aine d'années portant des lunettes à monture métallique. L'air très aimable. Elle a examiné mes résultats de laboratoire de la semaine dernière, m'a posé quelques questions de base et a ordonné une batterie complète de tests. Analyse sanguine, échographie, bilans hormonaux, fonction hépatique. Elle a tout commandé ce qu'elle pouvait. J'ai pris les ordonnances et j'ai passé les tests un par un. Quand ils ont prélevé du sang, l'aiguille froide perçant la veine de mon bras n'a pas fait mal du tout. L'agonie dans mon cœur a rendu cette petite douleur physique insignifiante. Ils ont prélevé 5 flacons pleins. L'infirmière a retiré l'aiguille, m'a donné une boule de coton et m'a dit d'appuyer. Je me suis assise sur une chaise près de la fenêtre, appuyant sur mon bras. Le ciel à l'extérieur était d'un bleu éclatant, parsemé de nuages blancs et moelleux. C'était magnifique. J'ai sorti mon iPhone et j'ai composé le numéro de Louis. La voix féminine automatisée au bout du fil était glaciale. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. J'ai ouvert WhatsApp pour lui envoyer un message. Un point d'exclamation rouge m'a piqué les yeux. Il m'avait bloqué. Il avait complètement effacé toutes les lignes de communication. Il avait préparé son évasion méticuleusement, brûlant tous les ponts avant de partir. J'ai souri faiblement et j'ai rangé mon téléphone. Tant mieux, une rupture nette. Cela m'a épargné de nourrir un espoir pathétique et mal placé. Puis j'ai appelé Chloé. Chloé était ma colocataire de collège et ma meilleure amie. Elle était maintenant une associée impitoyable dans un grand cabinet d'avocats parisiens spécialisé dans le droit de la famille et les litiges financiers. Pendant l'université, nous partagions une chambre de dortoir et étions inséparables. Elle était la seule personne qui s'opposait avec véhémence à ce que je me marie juste après les beaux-arts pour devenir femme au foyer. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. La voix forte et énergique de Chloé a éclaté par le haut-parleur. « Gisèle, qu'est-ce qui te prend de m'appeler ? Ton cher Louis ne s'envole pas aujourd'hui pour affaire ? Pourquoi ne pleures-tu pas à l'aéroport en agitant un mouchoir ?» En entendant sa voix familière, mon nez m'a piqué et j'ai failli craquer. J'ai pris une profonde inspiration pour stabiliser ma voix. « Chloé, es-tu à ton bureau dans le centre de Paris ? J'ai besoin de te voir. C'est incroyablement important. » Chloé a instantanément saisi le changement de ton de ma voix. Elle a laissé tomber la plaisanterie, sa voix devenant tendue. « Qu'est-ce qui ne va pas, Gisèle ? Tu pleures ? Que s'est-il passé ? Ce salaud de Louis t'a-t-il fait quelque chose ? Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Je viens te voir. Je te dirai tout en personne. J'ai maîtrisé ma voix. D'accord, je suis au cabinet. Viens directement. Je vais libérer mon emploi du temps. Conduis prudemment. Ne panique pas. Même si le ciel tombe, je te soutiens. La voix féroce et inébranlable de Chloé a agi comme un tranquillisant, apaisant un peu mon cœur battant la chamade. Après avoir raccroché, je suis allé faire l'échographie. L'attente fut interminable. Finalement, ce fut mon tour. Allongé sur la table d'examen,
le gel froid fut pressé sur mon ventre, la sonde glissant d'avant en arrière. Tout mon corps était raide de tension. Mes mains agrippaient le drap en papier recouvrant le lit. Je fixais le plafond sans ciller, osant à peine respirer. Ne soyez pas si tendu. Détendez-vous, dit la technicienne, les yeux rivés sur le moniteur. Le bébé se développe parfaitement. Vous êtes à un peu plus de 6 semaines. Voici le sac gestationnel, le pôle fœtal, et juste là, le rythme cardiaque. Il est très sain. En entendant ces mots, mon corps raide s'est complètement effondré sur le lit. Les larmes ont jailli instantanément, roulant sur mes joues et dégoulinant sur la table d'examen. Un rythme cardiaque, un pôle fœtal, très sain. Mon bébé était si incroyablement fort. Il allait parfaitement bien, reposant en sécurité à l'intérieur de moi. La technicienne a imprimé une photo d'échographie et me l'a tendue. Dessus, il y avait un tout petit sac, comme un petit haricot, et à l'intérieur, une minuscule tache brillante. C'était mon enfant. J'ai tenu cette impression d'échographie, mes mains tremblant de façon incontrôlable. Je l'ai regardé encore et encore, incapable d'arrêter de pleurer. Quand je suis sorti de la salle d'échographie, Antoine s'est immédiatement précipité. En voyant mon visage inondé de larmes, il est devenu livide. Il a saisi mon bras, sa voix tremblant de terreur. « Madame, qu'est-ce qui ne va pas ? » Le bébé. Le bébé a disparu ? J'ai secoué la tête, lui ai tendu la photo d'échographie et j'ai souri, même si les larmes coulaient plus vite. C'est bon, Antoine. Le bébé est parfait. Il y a un battement de cœur. Il est en bonne santé. Il a pris la photo. Il ne savait pas lire une échographie, mais en voyant les mots « activité cardiaque fœtale visible » imprimés sur le rapport, des larmes ont éclaté de ses yeux. Il a couvert sa bouche, tout son corps tremblant d'émotion. Dieu merci. Dieu merci, le bébé va bien. C'est un miracle. Il m'a guidé pour m'asseoir sur un banc, m'a tendu des mouchoirs et m'a aidé à essuyer mes larmes. Il n'arrêtait pas de marmonner « Dieu merci », agissant comme un enfant trop grand, pleurant et riant en même temps. Les autres résultats de laboratoire ne seraient pas prêts avant 16 heures. Antoine et moi nous sommes assis sur le banc de l'hôpital, attendant. Le soleil de l'après-midi brillait à travers la vitre, nous réchauffant. Je gardais mon emprise sur la photo d'échographie, la fixant en boucle, mon cœur s'attendrissant en une flaque. Merci, bébé. Merci d'être si fort. Merci de m'avoir choisi pour être ta mère. Ne t'inquiète pas, maman se battra de toutes ses forces pour te protéger. À 16 heures, tous les résultats sont revenus. J'ai repris la pile de papier et suis retourné au cabinet du médecin. La docteure les a feuilletés un par un, ses sourcils se fronçant lentement. Elle m'a regardé. Le fœtus se développe normalement jusqu'à présent. Le rythme cardiaque est fort, mais vos bilans endocriniens sont très irréguliers. De plus, le dépistage toxicologique montre des traces de composés chimiques non identifiés dans votre système. Cela semble être le résultat d'une ingestion à long terme. Ces résidus présentent un risque grave pour le développement fœtal. Dans les cas graves, cela peut provoquer des malformations congénitales ou déclencher une fausse couche. La docteure m'a regardé, son ton grave. Dites-moi la vérité. Qu'avez-vous exactement ingéré ces derniers temps ? Avez-vous pris des médicaments non prescrits à long terme ? Je suis restée silencieuse pendant longtemps. Je n'ai toujours pas révélé l'empoisonnement de Louis. J'ai juste secoué la tête. Pas de médicaments étranges. Peut-être juste quelques compléments alimentaires biologiques que j'ai achetés en ligne pour l'énergie. Je les ai déjà jetés. Docteur, ce bébé peut-il être sauvé ? Y aura-t-il des dommages permanents ? La docteure a soupiré. Je ne peux pas garantir qu'il n'y aura aucun impact. Vous avez pris ce que c'était trop longtemps, et nous ne connaissons pas le dosage exact. Vous devez immédiatement cesser tous les suppléments inconnus. Vous aurez besoin d'une surveillance prénatale stricte et à haute fréquence. Nous devrons effectuer des tests génétiques prénataux non invasifs, des PNI, complets et des échographies anatomiques très détaillées par la suite. Vous ne pouvez pas sauter un seul rendez-vous. Si nous détectons des anomalies graves, nous discuterons de nos options à ce moment-là. J'ai hoché la tête, gravant ces mots dans mon cerveau. Oui, je comprends. Merci, docteur. Quand je suis sorti, Antoine s'est précipité, l'air terrifié.
Madame, qu'a dit le docteur? Tout va bien? Le docteur a dit que le bébé est en bonne santé pour l'instant, mais j'ai des résidus chimiques dans mon corps. Nous avons besoin d'une surveillance stricte à partir de maintenant. Je l'ai regardé. Chaque chose que je mange ou que je bois à partir de maintenant doit être absolument impeccable. Aucune erreur. Je vous le jure, madame. Antoine a promis instantanément, son ton féroce, ses yeux débordant de culpabilité. Je préparerai tout de mes propres mains. Je goûterai tout avant que vous ne le buviez. Pas une seule erreur ne se reproduira. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, vous ne souffririez pas et le bébé ne serait pas en danger. Madame, je ne pourrai jamais vous rembourser de ma vie. Je n'ai rien dit. J'ai juste tapoté son bras. Ce qui était fait était fait. Le blâmer ne réparerait pas le passé. La seule chose qui importait maintenant était de sauver le bébé, de détruire les bombes à retardement que Louis avait laissées derrière lui, et de survivre. Au moment où nous avons quitté l'hôpital, il était 17 heures. La brise du début de soirée de printemps à Paris portait un froid vif, sentant légèrement la nourriture de rue et les gaz d'échappement. Antoine a immédiatement drapé mon trench coat sur mes épaules. Mettez cela, madame. Il fait glacial. Vous ne pouvez pas attraper froid dans votre état. Je l'ai laissé remonter la fermeture éclair du manteau, m'enveloppant étroitement. Nous sommes montés dans la voiture. Je ne suis pas rentré à la maison. Je me suis dirigé directement vers le cabinet d'avocat de Chloé dans le centre de Paris. Antoine était assis sur le siège passager, silencieux tout le long du chemin, me jetant juste des regards inquiets. Après 40 minutes de route, nous sommes arrivés au gratte-ciel abritant le cabinet de Chloé. Chloé attendait déjà dans le hall, vêtue d'un tailleur noir élégant, ses cheveux tirés en une queue de cheval haute et serrée. En me voyant arriver, elle a marché dehors. J'ai garé la voiture et j'ai ouvert la portière. Chloé m'a regardé une fois et son visage s'est assombri. Gisèle, tu as l'air squelettique. Tu as l'air horrible. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je l'ai regardé et le barrage que j'avais retenu toute la journée a finalement cédé. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai éclaté en sanglots au milieu du trottoir. Chloé m'a tenu fermement, me frottant le dos, ne disant pas un mot, me laissant pleurer. Une fois que j'ai enfin arrêté, elle m'a tenu par les épaules et a dit, allons à l'étage. Comme je l'ai dit, le ciel s'effondre. Je le maintiens. Antoine est resté derrière, disant qu'il attendrait dans la voiture et surveillerait. Il m'a dit d'appeler son portable si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai hoché la tête et j'ai suivi Chloé dans l'ascenseur. Nous sommes entrés dans son bureau d'angle et elle a fermé les lourdes portes en chêne. C'était parfaitement silencieux à l'intérieur. Chloé m'a versé un verre d'eau tiède, l'a posé sur le bureau en verre et a dit, très bien, crache le morceau. Qu'est-ce que ce salaud de Louis t'a fait? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout raconté. L'eau empoisonnée, la SARL en faillite, la dette massive, la falsification de ma signature pour contracter une deuxième hypothèque sur mon hôtel particulier de Montmartre. Le transfert de mes 300 000 € d'économie, la fuite au Panama, et la grossesse. Je lui ai tout dit. Plus Chloé écoutait, plus son visage s'assombrissait. À la fin, elle a frappé sa main sur son bureau si fort que les stylos ont sauté. Ce fils de psychopathe. Comment ose-t-il? C'est de la fraude criminelle. C'est une agression aggravée. Je vais le clouer au mur. Je vais m'assurer qu'il pourrisse en prison fédérale. Il s'est déjà enfui. Il est en Amérique centrale. Nous ne pouvons pas le trouver. Je baisse les yeux, ma voix faible. Chloé, qu'est-ce que je fais maintenant? Ma maison, mes économies, ces dettes massives. La banque va-t-elle me poursuivre? J'ai un bébé maintenant. Je ne peux pas laisser mon enfant naître avec une montagne de dettes. Ne panique pas, Gisèle. Je suis là. Chloé m'a regardé, sa voix rayonnant une autorité absolue. Premièrement, ces dettes appartiennent à sa SARL. Elles n'ont pas été utilisées pour votre foyer conjugal, et puisqu'il a falsifié votre signature, il n'y a pas de garantie conjugale valide. Nous allons engager un expert en écriture médico-légale. Ces dettes n'ont absolument rien à voir avec vous. Vous ne devrez pas un seul centime. Deuxièmement, l'hôtel particulier de Montmartre est un bien prénuptial laissé par votre mère. Nous avons fait un contrat de mariage en béton armé. N'oubliez pas,
sans un notaire témoin de votre signature physique, cette hypothèque est légalement nulle. Nous poursuivrons le prêteur pour clarifier le titre et faire retirer le privilège. La banque ne peut pas y toucher. Troisièmement, vous empoisonner est une tentative de meurtre ou une agression aggravée. Nous allons immédiatement déposer une plainte à la police et ouvrir une enquête criminelle. Il peut courir aux confins de la terre et le FBI peut toujours émettre une notice rouge d'Interpol et l'extrader pour qu'il comparaisse devant un juge. Et quant à lui qui a vidé vos comptes à la Banque nationale de Paris, c'était un bien propre. Il n'avait aucun droit légal dessus. Nous déposerons une plainte civile pour détournement et vol. Même s'il est parti, nous pouvons geler tous les actifs nationaux ou les comptes coquilles qu'il a laissés pour forcer une récupération. Chloé a exposé la stratégie juridique point par point, nette et claire. Ces mots étaient comme un rayon de soleil traversant mon monde d'un noir absolu. Je pensais avoir tout perdu. Je pensais être dans une impasse. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait encore un moyen de riposter. Chloé, merci. Je l'ai regardé, de nouvelles larmes tombant. Sans toi, je n'aurais aucune idée de ce que je ferais. Ne me dis pas de bêtises. Chloé a tendu la main sur le bureau et m'a serré la main, soupirant. Je t'avais prévenu à l'époque. Ne te marie pas juste après les beaux-arts. Ne deviens pas une femme au foyer traditionnel. Ne mets pas toute ta survie sur les épaules d'un homme. Tu n'as pas écouté. Maintenant, regarde-toi. Tu es tombé brutalement. Ça fait mal? J'ai hoché la tête, un sourire amer sur le visage. Ça fait mal. On dirait que tous mes os sont brisés. Mais je suis réveillé maintenant. Je ne serai plus jamais aussi stupide. Bien. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Chloé m'a regardé droit dans les yeux. Tu as 30 ans. Tu es incroyablement talentueuse. Tu as remporté le prix du design le plus prestigieux de notre promotion. Les meilleurs cabinets d'architectes se la disputaient. Tu n'es pas juste un accessoire qui a besoin d'un homme pour survivre. Tu t'es enfermé dans cette cage. Maintenant la cage a disparu. Sors des cendres. Construis ta propre vie et retourne à ta table à dessin. Tu es meilleur que tous. Je l'ai regardé et le feu dans mon cœur s'est lentement rallumé. Elle avait raison. J'avais 30 ans. J'avais passé 4 ans à maîtriser le design d'intérieur. Mon projet de thèse avait remporté un prix national de design étudiant. Je n'étais pas juste une femme au foyer impuissante. J'avais de vraies compétences. J'avais du talent. Je pouvais survivre seul et je pouvais prospérer. Quand je suis sorti du cabinet d'avocat, il faisait complètement noir. Les lumières des rues de Paris flamboyaient, se transformant en une rivière de néon. Antoine était toujours dans la voiture. En me voyant sortir des portes tournantes, il est immédiatement sorti et a ouvert la portière passager. « Comment ça s'est passé, madame? Vous allez bien? » « Je vais bien. Nous pouvons tout réparer. » J'ai souri et je suis monté dans la voiture. En remontant vers le comté de Versailles, nous avons dépassé un grand marché bio. Le parking était bondé. L'odeur de poulet rôti, de pain frais et le bruit des familles de banlieue se disputant pour les courses flottaient dans l'air. Antoine m'a regardé. « Madame, allons acheter des provisions. Vous n'avez pas pris de repas correct de toute la journée. Je vais faire quelque chose de léger et nutritif. Je vais faire une bonne soupe de nouilles au poulet avec des légumes frais pour vous redonner des forces. Vous devez manger pour le bébé. » J'ai hoché la tête. D'accord. Nous nous sommes garés et sommes entrés dans le supermarché lumineux. C'était animé. L'odeur de basilic frais, de fraises biologiques et de pain cuit m'a frappé. C'était la véritable essence de la vie humaine normale. J'allais rarement faire les courses avant. Antoine s'occupait de toutes les commandes et du réapprovisionnement. Je n'avais jamais eu à y penser. En marchant dans les allées maintenant, en regardant les gens pousser des chariots et débattre des marques de pâtes, j'ai senti que j'étais vraiment physiquement vivante. Antoine marchait à côté de moi, son bras planant défensivement pour s'assurer qu'aucun chariot en excès de vitesse ne me heurterait. Il naviguait dans les allées comme un pro, choisissant le poulet biologique le plus frais, les asperges, les tomates cerises et les fraises. Il a discuté avec le boucher, obtenant les meilleures coupes de viande, un sourire éclatant sur le visage. Je l'ai suivi, regardant son dos, ressentant une étrange chaleur dans ma poitrine.
Je pensais autrefois que mon sentiment d'être chez moi venait de Louis. Maintenant, je savais que la chaleur de cette maison, la vie réelle qu'elle contenait, avait été entièrement entretenue par l'homme qui se tenait devant moi. Nous sommes rentrés à la maison. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, le vent du soir a fait bruire les treillis de roses. Antoine a transporté les courses dans la cuisine, et bientôt le bruit de la hotte aspirante, le cliquetis des casseroles et le bouillonnement de l'eau ont rempli l'air. Je me suis assise sur le canapé du salon, serrant la photo de l'échographie, regardant les lumières chaudes briller dans la cuisine, écoutant les bruits réconfortants. J'ai posé ma main sur mon ventre. N'aie pas peur, bébé. Maman est là. Nous avons toujours une maison. Maman te donnera une maison chaleureuse et sûre. Je t'aimerai et te protégerai pendant que tu grandiras. Nos vies vont s'améliorer de jour en jour. La vie est comme les rosiers grimpants dans la cour. Elle germe, elle pousse, et lentement elle prend forme. Après la fuite de Louis, l'immense maison de 370 mètres carrés s'est soudainement sentie vide. Antoine a rangé toutes ses affaires, costumes, chaussures, livres, club de golf dans une douzaine de cartons et les a empilés à l'arrière du garage. Je ne les ai pas jetés et je ne les ai pas regardés. Je les ai juste laissés là comme un morceau de déchet insignifiant d'une vie passée. Chloé a agi incroyablement vite. Dès le lendemain, elle a déposé les plaintes auprès de la police pour agression aggravée et fraude par virement bancaire. Simultanément, elle a déposé des requêtes auprès du tribunal civil pour invalider l'hypothèque forgée sur ma propriété de Montmartre et pour retrouver les 300 000 € volés. Je pensais que la vie retrouverait lentement sa paix. Mais les ennuis nous ont trouvés quand même. Un matin, je venais de me réveiller et j'étais assise à l'îlot de la cuisine, mangeant un bol de flocons d'avoine préparé par Antoine, quand de violents coups ont éclaté à la porte d'entrée. Boum, boum, boum. La lourde porte en chêne a tremblé dans son cadre. Elle portait l'agression indéniable de quelqu'un cherchant la bagarre. Antoine a posé une assiette de fruits coupés et s'est dépêché d'ouvrir la porte. Au moment où il a déverrouillé, elle a été violemment poussée. Il a trébuché en arrière, manquant de tomber. Je me suis instantanément levé, l'ai attrapé par le bras pour le stabiliser, et j'ai regardé la porte. 4 hommes sont entrés. Ils étaient vêtus de lourds blousons de cuir, des tatouages grimpant sur leur cou, l'air de véritables voyous. Le chef avait une cicatrice dentelée sur la joue. Ses yeux étaient vicieux. Il a balayé le salon et a aboyé, « Où est ce salaud de Louis ? Dites-lui de sortir son cul d'ici. Il nous doit 2 millions d'euros. Il pense qu'il peut juste s'enfuir. » Pas question. Antoine s'est interposé devant moi, étendant ses bras pour me protéger. Qu'est-ce que vous croyez faire ? C'est une intrusion. Nous allons appeler la police. Appelez les flics. L'homme balafré a ri, s'approchant, fixant Antoine. Il a emprunté notre argent, et nous sommes là pour le récupérer. C'est la loi de la jungle. Même les flics ne peuvent pas arrêter un recouvrement de dettes. Où est Louis ? Traînez-le dehors. Louis s'est enfui du pays. Il n'est pas ici. J'ai doucement écarté Antoine et j'ai avancé, regardant directement l'homme balafré. Ma voix était complètement calme, sans aucune trace de panique. Je pensais que j'aurais peur. Je pensais que je tremblerais et pleurais. Mais je n'ai pas pleuré. Quand ils ont fait irruption, mon tout premier instinct a été de protéger mon ventre, de protéger mon bébé. J'étais une mère maintenant. Je ne pouvais pas avoir peur. Si je montrais de la peur, mon enfant n'aurait personne sur qui compter. Enfui. L'homme balafré a fait une pause, puis m'a regardé avec un rictus. Il s'est enfui. C'est bien. Vous êtes sa femme. Ses dettes vous appartiennent. Vous êtes sa femme, donc vous êtes responsable. C'est comme ça que le monde fonctionne. Nous ne quitterons pas cette maison sans notre argent. Ces dettes n'ont absolument rien à voir avec moi. Je l'ai regardé, prononçant chaque mot distinctement. Premièrement, cet argent est une dette appartenant à sa SARL. Il n'a pas été utilisé pour nos dépenses conjugales. Je n'en avais aucune connaissance, et je n'ai pas signé de garantie personnelle. Légalement, je ne vous dois rien. Deuxièmement, nous sommes déjà au milieu d'une procédure de divorce. Ces dettes personnelles sont les siennes seules. Troisièmement, si vous restez dans ma maison et faites une scène, j'appelle le 17, numéro d'urgence français, tout de suite pour vous faire arrêter pour invasion de domicile.
Intrusion et menace d'une femme enceinte. Je suis enceinte. Si le stress que vous causez nuit à mon enfant de quelque manière que ce soit, je vous garantis que vous passerez la prochaine décennie à la prison de Fleury-Mérogis, et aucun de vos patrons ne vous sauvera. J'ai maintenu un contact visuel direct avec lui tout le temps. Je n'ai pas cligné des yeux. Ma main reposait fermement sur mon ventre, protégeant mon enfant. Mon esprit était d'acier. L'homme balafré m'a regardé, stupéfait. Il ne s'attendait probablement pas à ce qu'une femme enceinte, face à 4 brutes massives, ne montre absolument aucune peur et énumère les textes de loi avec une telle précision glaciale. Les voyous derrière lui ont échangé des regards inquiets, silencieux. Ne me parlez pas de ça. L'homme balafré s'est tiré d'affaire, grognant agressivement. Son nom est sur l'acte de propriété. S'il ne peut pas payer, nous saisissons cette maison. Aujourd'hui, soit vous faites un chèque, soit nous prenons la propriété. Cette propriété est mon seul bien prénuptial. Le nom de Louis n'est pas sur l'acte. Je l'ai regardé, mon ton inébranlable. Nous avons un contrat de mariage déposé. Sa tentative d'hypothéquer cette maison manquait de ma signature notariée, ce qui la rend entièrement frauduleuse et légalement nulle. Nous avons déjà déposé une plainte fédérale. Un juge rendra une injonction d'un jour à l'autre. Si vous osez toucher quoi que ce soit dans cette maison, vous commettez un crime et le FBI s'impliquera. De plus, vous êtes des prêteurs sur gage qui dirigent une opération de prêt sans licence. C'est du racket. Je l'ai regardé, continuant. Si vous voulez votre argent légalement, déposez une plainte au tribunal civil. Je fais confiance au système judiciaire de l'État de New York pour rendre un jugement équitable, mais si vous essayez d'intimider une femme enceinte dans sa propre maison une fois de plus, j'appelle le 17 et vous pourrez expliquer votre modèle commercial au détective. J'ai pris mon iPhone sur le comptoir et j'ai affiché le clavier pour composer le 17. Attendez, posez le téléphone. L'homme balafré a immédiatement levé les mains, son visage changeant. Les prêteurs privés louches détestaient l'attention de la police. Si une voiture de police arrivait, ce serait eux qui seraient menottés. De plus, j'étais enceinte. Si les choses dégénéraient et que je faisais une fausse couche, cela se transformerait en un cauchemar fédéral massif qu'il ne pouvait pas se permettre. Il m'a fixé pendant une longue seconde, puis a serré les dents. Bien, vous avez du cran, madame. Mais je vous le dis, la dette de Louis ne disparaît pas comme ça. Nous reviendrons jusqu'à ce que nous le trouvions. Nous n'abandonnons pas, il a agité la main, entraînant les voyous jurants hors de la porte. La lourde porte a claqué avec un bruit énorme, faisant trembler les fenêtres. Une fois qu'ils furent partis, Antoine exhala enfin, ses jambes cédant alors qu'il s'effondrait sur une chaise de salle à manger. Son visage était blanc comme un linge, ses mains tremblantes. Madame, vous m'avez fait une peur bleue. Il y en avait 4 qui ressemblaient à des tueurs. Comment n'étiez-vous pas terrifié? Et s'ils étaient devenus violents? Je lui ai versé un verre d'eau et j'ai forcé un petit sourire. À quoi bon avoir peur? La peur les fait-elle partir? Je suis mère maintenant. Je ne peux pas me permettre d'avoir peur. Si je panique, qui nous protège, le bébé et moi? En disant cela, la réalité était que mon dos était trempé de sueur froide. En les affrontant, mon cœur battait la chamade. Mais je ne pouvais pas le montrer. La seconde où j'aurais montré de la faiblesse, il m'aurait dévorée vivante. J'étais le seul bouclier de mon bébé. Je ne pouvais pas craquer. Antoine me serra la main. Ses mains étaient glaciales. Il me regarda, ses yeux remplis de chagrin. Vous avez tellement souffert, madame. S'ils reviennent un jour, restez à l'étage. Laissez-moi m'en occuper. Je suis un vieil homme. Qu'ils me tuent s'ils veulent. Vous ne pouvez pas supporter ce genre de stress dans votre état. Je lui tapotai la main et restai silencieuse. Mais une chaleur profonde se répandit dans ma poitrine. À mon heure la plus sombre et la plus désespérée, avoir quelqu'un d'aussi farouchement et sincèrement prêt à me protéger, c'était une bénédiction. Après ce jour, j'ai complètement revu le système de sécurité ADT du domaine. Nous avons installé des caméras haute définition sous tous les angles et embauché 2 gardes de sécurité armés privés pour le portail d'entrée. Les prêteurs sur gage ont tenté de se présenter 2 autres fois, mais les gardes les ont immédiatement bloqués à l'entrée de la propriété. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas m'intimider, ils ont finalement abandonné et ont disparu. Les poursuites de Chloé ont progressé à une vitesse fulgurante.
L'analyse médico-légale de l'écriture a confirmé que Louis avait falsifié ma signature sur les documents de prêt. Le juge a statué que toutes les dettes de Louis étaient sa seule responsabilité. J'étais complètement protégé des créanciers. Le procès concernant la propriété a également été une victoire totale. Le juge a déclaré l'hypothèque sur mon hôtel particulier de Montmartre frauduleuse et nulle. Le titre a été purgé et la maison est restée entièrement mienne. Le seul regret était mes 300 000 € d'économie et la broche en perles vintage, car Louis avait réussi à disparaître en Amérique centrale, ne laissant aucun actif national derrière lui. L'argent était actuellement irrécupérable. Mais j'étais profondément satisfaite. J'ai gardé mes maisons. J'ai été libéré de millions de dettes. Mon bébé et moi étions en sécurité. C'était suffisant. L'argent que j'ai perdu, je pouvais le regagner. Ce n'était pas la fin du monde. Le jour où toutes les batailles juridiques se sont terminées, Chloé, Antoine et moi avons dîné à la maison. Antoine avait préparé un véritable festin, un magnifique poulet rôti, du steak au beurre à l'ail et des légumes rôtis. Chloé a apporté une bouteille de cidre pétillant sans alcool coûteux. Nous trois nous sommes assis à table et avons levé nos verres. À toi, Gisèle. Tu as enfin écrasé ce salaud et tu as une nouvelle page. Chloé m'a souri, ses yeux brillants de fierté. À partir de maintenant, vis ta vie à tes propres conditions. Et un beau bébé. Reconstruis ton empire du design. Le meilleur est à venir. Merci, Chloé. J'ai souri en retour, les larmes aux yeux. Sans toi, j'aurais été détruite. N'en parlons même pas, Chloé m'a serré l'épaule, soupirant. Chaque fois que tu as besoin de moi, appelle. Je serai toujours ton bouclier impénétrable. Antoine a levé son verre, les yeux rouges. Madame, un toast à vous. Je jure que je passerai le reste de mes jours à prendre soin de vous et du bébé. Nos vies vont s'améliorer chaque jour. J'ai hoché la tête, faisant teinter mon verre avec les leurs. J'ai pris une gorgée de cidre pétillant. Il était doux, vif et rafraîchissant. En glissant dans ma gorge, mon cœur s'est senti incroyablement plein. Ce soir-là, après le départ de Chloé, je me suis assise sur la terrasse près du treillis de roses, profitant de la brise. Le printemps battait son plein. Les rosiers grimpants étaient couverts de feuilles vertes épaisses, et de gros bourgeons floraux étaient prêts à éclater. Un vent doux faisait bruire les feuilles, portant un parfum floral frais. Mon ventre commençait à se montrer. Il formait une petite bosse ferme. J'ai posé mes mains dessus, sentant la petite vie à l'intérieur reposer paisiblement. Le désordre catastrophique que Louis avait laissé derrière lui avait finalement été nettoyé. La poussière était retombée. Cette immense maison vide se sentait enfin à nouveau comme un foyer. Non pas l'illusion fragile et fausse que Louis avait construite, mais une maison réelle, solide et sécurisée qui m'appartenait entièrement. À partir de ce jour, j'ai relancé ma carrière de designer d'intérieur. J'ai converti le bureau. J'ai demandé à Antoine de faire disparaître toute trace de Louis. J'ai fait installer une table à dessin inclinée, un iMac haut de gamme, un iPad Pro et des piles de livres d'architecture. J'ai ressorti mes anciens manuels universitaires et ma thèse de fin d'études primées. J'étais hors de l'industrie depuis 7 ans. AutoCAD et Revit avaient considérablement évolué. De nouvelles philosophies de conception et des matériaux durables avaient envahi le marché. Je ne savais rien de tout cela, alors j'ai recommencé à zéro. J'ai acheté des cours en ligne, regardé des tutoriels et étudié des revues d'architecture. Je restais éveillé tard chaque nuit pour étudier. Antoine me tenait compagnie. Il m'apportait du lait chaud, des pommes en tranches et restait silencieux pour ne pas me déranger. Il s'asseyait près de la fenêtre, lisant un livre ou tricotant une couverture de bébé, attendant que j'aie fini pour éteindre les lumières. Au début, je ne prenais que de petites missions. J'aidais des amis d'amis à concevoir des aménagements pour de petits studios en ville. Je facturais à peine quelque chose, parfois je le faisais gratuitement juste pour constituer un portfolio et retrouver mes compétences. Je traitais chaque petite tâche comme un chef-d'œuvre. Même pour un studio de 37 mètres carrés, je me rendais en ville, visitais le site à plusieurs reprises, communiquais constamment avec les clients et révisais mes rendus une douzaine de fois jusqu'à ce que ce soit parfait. Lentement, le bouche à oreille s'est répandu. De plus en plus de gens me recherchaient. Mes designs étaient pratiques, profondément empathiques aux besoins des clients et très axés sur les détails. Mes prix étaient justes.
Les clients m'adoraient et recommandaient leurs amis fortunés. Ma réputation dans la région du comté de Versailles et de Paris a commencé à se consolider. La première fois que j'ai été payé de vrais honoraires de conception, c'était un chèque de 3 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était le premier argent que j'avais gagné de mes propres mains en 7 ans. Le jour où j'ai déposé ce chèque, j'étais aussi excité qu'une petite enfant. J'ai conduit Antoine au centre commercial haut de gamme de Versailles et je lui ai acheté un magnifique épais par-dessus en laine bleu marine pour l'hiver à venir. J'ai également acheté un tout nouveau MacBook Pro et l'ai fait livrer à son fils Clément à la Sorbonne Université. Quand Antoine a tenu ce manteau en laine, il a éclaté en sanglots en plein magasin. Il a caressé le tissu doux et a dit « Madame, vous n'auriez pas dû m'acheter quelque chose d'aussi cher. Prendre soin de vous est mon travail. Vous avez travaillé si dur pour cet argent. Vous devriez le garder pour le bébé. Vous l'avez mérité. » Je lui ai souri. Si vous n'aviez pas été à mes côtés pour me soutenir, je me serais effondré. Je vais gagner beaucoup plus d'argent et je ferai en sorte que vous, Clément et le bébé viviez tous une vie merveilleuse. Il a serré le manteau et a pleuré longtemps comme un enfant lésé recevant enfin du réconfort. Les jours passaient, mon ventre s'arrondissait et mes commandes de design s'accumulaient. Ma vie était incroyablement pleine. Élaborer des plans, rencontrer des clients, visiter des chantiers, aller à des examens d'obstétrique-gynécologie, cuisiner avec Antoine, me promener dans le jardin et regarder les roses pousser et fleurir. Lorsque je suis allé faire mon test génétique prénatal non invasif, DPNI, et mon échographie anatomique, j'étais tellement terrifié que je n'ai pas dormi la nuit précédente. Antoine m'a conduite à la clinique. En attendant les résultats, ses mains tremblaient plus que les miennes. Lorsque les résultats sont revenus, à faible risque, anatomie parfaitement normale, nous nous sommes serrés dans les bras dans le couloir de l'hôpital, pleurant et riant. Le bébé était si incroyablement fort, si bon. Chaque examen s'est déroulé parfaitement. Tous les paramètres étaient sains. C'était comme si le bébé savait à quel point les choses avaient été difficiles pour maman et avait décidé de ne pas causer de problème. J'ai à peine eu des nausées matinales ou des gonflements. J'avais une énergie incroyable tous les jours. Je pouvais manger, dormir et travailler sans problème. Les roses du jardin ont finalement fleuri. Les treillis ont explosé de couleurs. Rouge, rose, jaune, blanc. Une explosion spectaculaire et joyeuse de fleurs remplissant tout le jardin. Quand le vent soufflait, les pétales tombaient, recouvrant l'herbe. Le parfum des roses imprégnait toute la maison. Je me suis assise sur la chaise en osier de la terrasse, regardant le jardin fleuri, tenant mon Apple Pencil, esquissant un rendu sur mon iPad. Le soleil réchauffait l'écran. Antoine apporta une tasse de lait chaud et la posa sur la table d'appoint. « Faites une pause, madame. Ne vous surmenez pas, buvez du lait, dit-il avec un sourire. Regardez, les roses ont mieux fleuri cette année que jamais auparavant. » J'ai levé les yeux vers le jardin vibrant, j'ai souri et j'ai hoché la tête. Oui, mieux que jamais. Dans le passé, les fleurs fleurissaient pour Louis. Elles fleurissaient comme un accessoire pour que les autres voient. Maintenant, elles fleurissaient pour moi, pour mon bébé, pour notre nouvelle vie. Louis s'est enfui, et cela n'avait pas d'importance. Tout ce que j'avais perdu, c'était un homme qui ne m'aimait pas et une cage fausse et étouffante. Ce que j'avais gagné, c'était une renaissance, la liberté, une vie qui m'appartenait entièrement. L'hiver à Paris arriva avec férocité. Après une froide pluie d'automne, la température chuta et le vent charriait un froid mordant. Les rosiers perdirent leurs feuilles, ne laissant que des branches nues et épineuses. Antoine enveloppa chaque rosier de toiles de jute et de paillis d'hiver. On aurait dit qu'il leur mettait de gros manteaux d'hiver. Il dit, il faut les protéger du gel. Ainsi, le printemps prochain, ils fleuriront encore plus brillamment. La maison avait une magnifique cheminée en briques dans le salon que j'avais conçu moi-même il y a des années pour qu'elle soit rustique et confortable. Lorsque des bûches de chêne y brûlaient, toute la pièce était merveilleusement chaude. Comme j'étais enceinte et que j'avais constamment froid, Antoine maintenait le feu allumé toute la journée. La maison ressemblait à un printemps éternel. J'étais enceinte de plus de 7 mois. Mon ventre était énorme, saillant comme une pastèque. Se déplacer devenait difficile. Se pencher pour lasser mes chaussures ou se lever du canapé nécessitait l'aide d'Antoine. Dormir la nuit était inconfortable, quelle que soit la position que j'essayais. Le bébé était incroyablement actif maintenant.
Il me donnait constamment des coups de pied dans les côtes ou faisait des cabrioles, me tenant éveillé. Antoine me massait les mollets enflés et le bas du dos douloureux chaque nuit. Sa technique était parfaite. Il avait spécifiquement regardé des tutoriels YouTube de physiothérapeute juste pour m'aider. Quand je ne pouvais pas dormir, il s'asseyait sur une chaise près du lit et me racontait des histoires sur son enfance à la campagne française ou des histoires amusantes sur Clément quand il était petit garçon. Sa voix était douce et rythmée, m'endormant comme une berceuse. Nous dépendions l'un de l'autre comme une famille. Sa femme était décédée il y a des années. Son fils vivait en ville pour ses études, et il était seul dans cette grande banlieue. J'avais perdu mon mari. Mes parents étaient décédés il y a longtemps, et je n'avais pas d'autres parents, seulement le bébé dans mon ventre. Nous étions deux personnes solitaires qui avaient formé notre propre famille non conventionnelle. Les jours d'hiver passèrent lentement mais chaleureusement. Dehors, c'était une toundra gelée et enneigée. À l'intérieur, la cheminée crépitait, rayonnant de chaleur. Je m'assis sur le canapé, tricotant un pull de bébé. Il était rose, minuscule, avec un petit motif de lapin sur le devant. Je n'avais jamais tricoté auparavant. Mes mains étaient maladroites et je ne pouvais pas tenir les aiguilles correctement. Je tricotais, défaisais et tricotais à nouveau, me piquant les doigts d'innombrables fois. Antoine s'assit à côté de moi, m'apprenant à faire l'envers et à coudre. Il était étonnamment doué, ses mains bougeant rapidement et créant de beaux motifs. Entre nous deux, nous avons fait de minuscules pulls, pantalons, chaussettes, bonnets et une épaisse couverture de bébé, douce, chaude et pleine d'amour. Regardez, madame, vous passez le fil comme ça. L'aiguille passe ici. Sinon, vous faites un trou, instruisit Antoine patiemment, guidant mes mains. J'ai appris lentement. Mais il n'était jamais frustré, m'enseignant encore et encore comme un grand-père patient. Le soleil d'hiver brillait à travers les fenêtres, projetant une douce lumière sur nous. Le bois de chêne claquait et crépitait dans la cheminée, envoyant de minuscules étincelles. La maison était paisible, remplie seulement du doux cliquetis des aiguilles à tricoter et de notre conversation tranquille. Si c'est à cela que ressemble une vie calme et belle, c'est exactement ça. La première fois que le bébé m'a donné un coup de pied fort, c'était tard un soir. J'étais allongé dans mon lit, sur le point de m'endormir, quand j'ai soudainement senti un battement aigu dans mon ventre. Cela ressemblait à un petit poisson nageant rapidement ou à une plume frôlant l'intérieur de ma peau. Je me suis redressé, stupéfaite, n'osant pas y croire. Quelques secondes plus tard, thump, un coup de pied distinct, solide et doux. J'ai éclaté en sanglots. J'ai jeté les couvertures et n'ai même pas pris la peine de mettre mes chaussons, sortant de la chambre pieds nus, en criant « Antoine, Antoine, viens ici ». Antoine était dans la cuisine en train de préparer un bouillon d'os mijoté pour le lendemain. Entendant mon cri, il a été terrifié, a immédiatement éteint la cuisinière et a sprinté. Me voyant debout pieds nus dans le couloir, pâle et pleurant, il a pensé que j'allais accoucher prématurément. Son visage a perdu toute couleur. « Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous mal? Êtes-vous en travail? J'appelle le 17. Non, non. J'ai ri, bien que les larmes coulaient plus fort. J'ai saisi sa main et l'ai pressée à plat contre mon ventre. Antoine, santé. Le bébé bouge. Il vient de me donner un coup de pied ici. Le bébé a donné un autre coup de pied solide à travers ma peau. La main d'Antoine a clairement senti l'impact net du mouvement. Il s'est figé complètement. Puis, un sourire énorme a éclaté sur son visage, et des larmes ont jailli de ses yeux. Il a gardé sa main doucement sur mon ventre, sentant la petite vie bouger à l'intérieur, sa voix tremblant violemment. Ils ont bougé. Ils ont vraiment bougé. Madame, le bébé vous dit bonjour. Oh, quel bon et fort bébé. Cette nuit-là, nous deux nous sommes assis sur le bord du lit, nos mains reposant sur mon ventre, attendant que le bébé donne un autre coup de pied. Nous étions comme deux enfants à qui on venait de donner le plus grand jouet du monde. Nous étions si excités que nous avons à peine dormi de toute la nuit. À partir de ce jour, le bébé est devenu incroyablement actif. Le matin, il me donnait des coups de pied pour me réveiller. Quand je mangeais, il roulait comme s'il goûtait la nourriture. Quand j'étais assise près de la cheminée à dessiner des plans, il me donnait un petit coup comme pour me rappeler de faire une pause. Quand je lisais des histoires avant de dormir, il battait doucement, écoutant attentivement.
J'ai enfin vraiment ressenti la réalité qu'un minuscule être humain partageant mon sang vivait en moi, m'accompagnant à travers le chapitre le plus sombre et le plus difficile de ma vie. C'était ma lumière, ma faiblesse absolue et mon armure impénétrable. À peu près à cette époque, Chloé m'a appelé avec une nouvelle fracassante. Louis avait été arrêté en Amérique centrale. Il avait été appréhendé au Panama par Interpol pour fraude internationale par virement bancaire et utilisation de faux passeports. Le FBI était en train de l'extrader vers Paris. La voix de Chloé crépitait au téléphone. Gisèle, les procureurs fédéraux ont décelé les actes d'accusation ici. Agression aggravée, fraude aggravée, usurpation d'identité et falsification. Ils vont le charger. Il risque un minimum de 15 à 20 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Il a fait passer un message par son avocat commis d'office. Il veut vous voir. Il a demandé si vous seriez prête à lui rendre visite quand il arrivera à la prison de Fleury-Mérogis. Je me tenais près de la fenêtre, le téléphone à la main, regardant la neige tomber abondamment dehors. J'ai écouté tranquillement. Mon cœur n'a pas fait un seul bond. Je pensais qu'apprendre qu'il avait été attrapé me rendrait extatique, justifié, que je verserais des larmes de soulagement. Mais je n'ai pas pleuré. Mon cœur était aussi placide qu'un lac gelé sans une seule ondulation. Cet homme et le passé qui lui était lié semblaient appartenir à une vie antérieure, absolument insignifiant, ne méritant même pas une seconde de réflexion. Non, dis-je après un long silence. Ma voix était parfaitement calme. Je n'ai absolument rien à lui dire. Dites à son avocat de ne plus jamais me contacter. Je ne veux pas entendre parler de son affaire et je ne veux pas savoir ce qui lui arrive. Compris. Chloé soupira à l'autre bout. Mieux vaut que tu ne le vois pas. Cela ne vaut pas ton temps. Cela ne ferait que te contrarier et te gâcher l'humeur. La seule chose qui compte en ce moment, c'est que tu restes en bonne santé et que tu donnes naissance à un beau bébé. Rien d'autre ne compte. Après avoir raccroché, Antoine s'est approché avec une tasse de lait chaud. Il m'a regardé attentivement et a demandé, « Madame, c'était des nouvelles de Monsieur Louis ?» Oui, il a été attrapé. Il l'extrade pour qu'il réponde à des accusations fédérales. J'ai dit, prenant la tasse et buvant le lait chaud. Il a glissé dans ma gorge, réconfortant et chaud. Il voulait me voir. J'ai dit non. Antoine m'a regardé un instant avant de dire, « Bien. Un homme comme ça ne mérite pas une seconde de votre temps. Votre vie est si belle maintenant. Vous ne pouvez pas le laisser l'infecter à nouveau. » J'ai hoché la tête, regardant par la fenêtre. La neige tombait en gros flocons épais, recouvrant les treillis de rose, couvrant tout le jardin. Tout était d'un blanc pur et aveuglant, aussi propre qu'une feuille de papier vierge. Louis n'était rien d'autre qu'un blizzard qui avait balayé ma vie. Il avait l'air terrifiant et mordant jusqu'aux os. Mais maintenant la neige avait fondu, le soleil était revenu, et il avait disparu sans laisser de traces. Il ne pourrait plus jamais m'affecter. Ce chapitre de ma vie était définitivement clos. Il n'y aurait plus jamais de place pour lui. Le temps passa vite et les fêtes approchèrent. C'était la veille de Noël. Une tempête hivernale majeure avait déversé 60 cm de neige sur Paris. Tout était blanc et le son lointain des cloches de l'église et des chasse-neige résonnait dans le quartier. L'esprit des fêtes était partout. Clément était en vacances d'hiver de la Sorbonne Université. Antoine avait hésité pendant des jours et était finalement venu me voir. « Madame, Clément veut que je vienne en ville pour Noël, mais je ne peux pas vous laisser. Votre date d'accouchement approche. Vous ne pouvez pas être seul. Je lui ai dit que je restais ici pour passer Noël avec vous. » Absolument pas, je lui ai souri. Vous n'avez pas passé de vraies vacances avec votre fils depuis 1 an. C'est Noël. La famille doit être réunie. Allez le voir. Je me débrouillerai parfaitement bien. Je demanderai à Chloé de venir rester avec moi. Elle est célibataire de toute façon. Non, je refuse. Antoine secoua la tête obstinément. Chloé est une invitée. Elle ne sait pas prendre soin de vous comme je le fais. Vous êtes très enceinte. Vous ne pouvez pas être laissé seul avec quelqu'un qui ne connaît pas vos routines. Je ne pars pas. J'irai voir Clément après la naissance du bébé et votre rétablissement complet. Je me suis disputé avec lui, mais il ne voulait pas céder. Finalement, j'ai capitulé et j'ai dit, que diriez-vous de ça? Invitez Clément ici pour passer Noël avec nous.
La maison est immense. Nous avons beaucoup de chambres d'amis. Ce sera amusant. Il s'est figé, ses yeux s'illuminant instantanément. Vraiment, madame? Vous êtes sûre? Cela ne sera pas une intrusion? Quelle intrusion? J'ai ri. Plus on est de fous, plus on rit. Noël est censé être bruyant et joyeux. Dites-lui de venir. Dites-lui de considérer cet endroit comme chez lui. Antoine était ravi. Il a immédiatement appelé son fils, sa voix éclatant de joie. La veille de Noël, nous quatre, moi, Antoine, Clément et Chloé, avons célébré dans la maison. Clément était un jeune homme poli, légèrement timide, portant des lunettes à monture métallique. Il était incroyablement respectueux, m'appelant mademoiselle Gisèle, et me remerciant profusément de si bien prendre soin de son père. Il avait même apporté des pâtisseries fraîches d'une célèbre boulangerie du village. Antoine et Clément ont passé tout l'après-midi dans la cuisine à préparer un énorme festin de Noël. Une dinde parfaitement rôtie, une purée crémeuse, du jambon glacé au miel et des tartes fraîchement cuites ont rempli la table. L'arôme était divin. La cheminée flambait. La maison était douillette. Dehors, le blizzard hurlait, mais à l'intérieur, l'énorme sapin de Noël que nous avions décoré scintillait de guirlandes lumineuses chaudes. Nous nous sommes assis autour de la table à manger, levant nos verres de cidre. Joyeux Noël, avons-nous tous crié en riant. La pièce était remplie de chaleur et de joie. Antoine m'a regardé, des larmes brillant dans ses yeux. Il a levé son verre. Madame, joyeux Noël. Merci de nous avoir donné un foyer. Je promets que je serai là pour vous et le bébé. Et chaque année sera meilleure que la précédente. Je l'ai regardé. J'ai regardé Chloé. J'ai regardé Clément. J'ai regardé le magnifique sapin de Noël. J'ai posé ma main doucement sur mon ventre. Et le bébé m'a donné un minuscule et doux coup de pied. Des larmes ont coulé sur mon visage, mais mon cœur débordait. C'était chaud et c'était doux. Je pensais autrefois que le bonheur était donné par un mari, par l'argent, par un immense manoir. Maintenant, je savais que le vrai bonheur était quelque chose que l'on se donnait soi-même. C'était le bébé dans mon ventre. C'était la famille choisie autour de moi. C'était la tranquillité d'esprit. C'était la confiance absolue et inébranlable que peu importe la tempête catastrophique qui frappait, il y aurait toujours des gens à vos côtés, prêts à traverser le feu avec vous. Une nouvelle année, une nouvelle vie. Ma vraie belle vie ne faisait que commencer. Après le mois de janvier, le temps a lentement commencé à se dégeler. La neige a fondu. Les treillis de roses du jardin ont germé de tendres pousses vertes. De gros bourgeons floraux ont commencé à se former, attendant que les vents du printemps soufflent pour éclater en floraison. Ma date d'accouchement est arrivée. Une semaine plus tôt, je me suis enregistré dans une suite de maternité privée à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Antoine est venu avec moi, traînant 2 énormes valises. Il a emballé des vêtements de bébé, du lait maternisé, des couches, mes pyjamas postpartum et toutes les nécessités imaginables. Il a tout organisé avec une perfection absolue, bien plus méticuleux que moi. Chloé est venue à l'hôpital tous les jours, m'apportant des plats à emporter de mes restaurants préférés, gérant les papiers de l'hôpital et rôdant nerveusement. Le 3e jour à l'hôpital, à 3 heures du matin, mes contractions ont commencé. Au début, c'était une douleur sourde, comme des crampes menstruelles intenses. Je pouvais la supporter. Je n'ai pas réveillé Antoine, qui était debout toute la journée et dormait sur le canapé des visiteurs. Je suis resté allongé dans mon lit, serrant les draps, serrant les dents à travers la douleur en regardant le ciel à l'extérieur de ma fenêtre s'éclaircir lentement. La douleur est devenue plus intense. Les intervalles sont devenus plus courts. J'avais l'impression qu'un couteau me tordait à plusieurs reprises dans l'abdomen. J'étais trempé de sueur, ma blouse d'hôpital était trempée, mes lèvres saignaient d'avoir mordu si fort. Antoine s'est réveillé en me voyant trembler d'agonie, pâle comme un fantôme, il a paniqué. Il a appuyé sur le bouton d'appel, criant après les infirmières. Le médecin est entré, a vérifié et a dit que j'étais suffisamment dilaté. C'était l'heure de la salle d'accouchement. Alors que mon lit était roulé dans le couloir, Antoine courait à côté, me tenant la main, pleurant de façon incontrôlable. Il essuya la sueur de mon front. Vous pouvez le faire, madame. N'ayez pas peur. Je suis juste devant la porte. Vous et le bébé irez parfaitement bien.
Chloé était arrivée en tout hâtant taxi. Elle se tenait devant les portes de la salle d'accouchement, criant « Gisèle, tu vas y arriver. Tu es une guerrière. Antoine et moi sommes juste là, à t'attendre. » Je les ai regardés et j'ai hoché la tête, incapable de parler à travers la douleur aveuglante. Mais mon cœur se sentait incroyablement fort. Je n'étais pas seul. Je les avais. J'avais mon bébé. Je pouvais le faire. À l'intérieur de la salle d'accouchement, les infirmières et le médecin m'entouraient, guidant ma respiration, me disant quand pousser. La douleur atteignit un sommet insupportable, comme si mon corps était déchiré en deux. Mon énergie était complètement épuisée. Ma vision s'obscurcissait à plusieurs reprises. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner. Mais ensuite, j'ai pensé au bébé en moi, au bébé qui avait survécu à tant de jours terrifiants et sombres avec moi. Le bébé que j'allais enfin rencontrer. J'ai serré les dents, agrippé les poignets du lit et poussé avec chaque once de force qu'il me restait. Allez, je vois la tête. Donnez-moi une autre grande poussée. Vous y êtes presque, a crié le médecin. J'ai pris une grande inspiration, j'ai rassemblé tout ce que j'avais dans mon âme et j'ai poussé. Et puis un cri fort et perçant a brisé le silence stérile de la salle d'accouchement. Cela ressemblait à un petit chaton. Pourtant, c'était si incroyablement fort, si plein de vie puissante et défiante. Je me suis effondré sur le lit, complètement épuisé. Les larmes coulaient de mes yeux, glissant sur mes joues jusqu'à mes cheveux. Je l'ai fait. Mon bébé était né. Félicitations, maman. C'est une belle petite fille, 3,2 kg. Elle est parfaitement en bonne santé avec de bons poumons. L'infirmière a apporté un minuscule bébé gigotant enveloppé dans une couverture d'hôpital rose et l'a tenu pour que je la voie. J'ai levé ma lourde tête et j'ai regardé ce petit être humain. Ses yeux étaient fermés, sa peau ridée comme une petite vieille dame, ses cheveux foncés humides, sa petite bouche s'ouvrait et se fermait tandis qu'elle hurlait à plein poumon. C'était mon bébé. Le bébé que j'attendais depuis 7 ans. Le bébé pour lequel j'ai failli mourir pour le mettre au monde, ma fille. J'ai pleuré plus fort. J'ai tendu un doigt tremblant et j'ai doucement caressé sa joue douce et chaude. Elle a semblé le sentir. Elle a arrêté de pleurer, sa petite bouche cherchant mon doigt. Mon cœur a instantanément fondu en une flaque absolue. Toute la douleur, toute la souffrance, toute l'injustice de l'année passée se sont évaporées en une seule seconde. Cela en valait la peine. Tout en valait la peine. Les portes de la salle d'accouchement se sont ouvertes et Antoine et Chloé se sont précipités. En me voyant et en voyant le bébé dans les bras de l'infirmière, ils ont tous deux éclaté en sanglots. Antoine a couru à mon chevet et m'a pris la main. Ses mains tremblaient. Il a regardé mon visage pâle et épuisé, et a sangloté. « Vous avez été incroyable, madame. Vous êtes si courageuse. Le bébé est magnifique. Une parfaite petite princesse. Elle vous ressemble exactement. » Chloé a essuyé ses yeux rouges, m'a tapoté l'épaule et a dit « Tu l'as fait, Gisèle. Félicitations, maman. » Je les ai regardés, souriant à travers mes larmes interminables. J'avais enfin ma propre famille, ma propre fille, des gens qui m'appartenaient vraiment et inconditionnellement. Pendant ma convalescence postpartum à la maison, Antoine s'est occupé de moi avec une dévotion étonnante. Il était meilleur que n'importe quelle infirmière de maternité professionnelle. Il me cuisinait 6 petits repas incroyablement nutritifs par jour. Des ragoûts de poulet copieux, du saumon, des légumes rôtis et du bouillon d'os, sans jamais répéter une recette. Si le bébé pleurait au milieu de la nuit, il était le premier à se lever pour la calmer, changer sa couche et me la porter pour la téter. Il refusait que je me force, terrifié que je nuise à ma récupération. J'ai longtemps réfléchi à son nom. J'ai décidé de l'appeler Espoir. Espoir Gisèle. Antoine a adoré le nom. Il se promenait dans la maison en la cajolant constamment, Espoir. Petit Espoir. Il la portait partout, refusant de la poser. Espoir l'aimait aussi. Dès qu'elle était dans ses bras, elle ne pleurait jamais. Elle dormait paisiblement, parfois se comportant mieux avec lui qu'avec moi. Quand Espoir a eu 2 semaines, Chloé m'a apporté une nouvelle. Louis avait été officiellement condamné. Le juge fédéral n'a montré aucune pitié pour l'agression aggravée, la fraude aggravée et la falsification. Les peines ont été prononcées consécutivement.
Il a été condamné à 18 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Il avait supplié son avocat de transmettre un message. Il voulait me voir et voir Espoir. Il a dit qu'il savait qu'il était un monstre, qu'il voulait s'excuser en personne, et qu'il voulait juste voir sa fille une fois. J'ai refusé. Espoir et moi n'avons absolument aucune relation avec cet homme, ai-je dit à Chloé, ma voix complètement plate. Je ne veux plus jamais entendre son nom mentionné devant moi ou ma fille. Il n'est pas son père. Il ne mérite pas d'exister dans nos vies. Chloé a hoché la tête. Compris. Il t'a écrit une lettre de prison. Tu veux la lire? Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à l'enveloppe blanche qu'elle tenait à la main. Jetez-la à la poubelle. Je ne me soucie pas de la lire, et je ne me soucie pas des mensonges qu'il a écrits cette fois-ci. Chloé n'a pas dit un mot de plus. Elle a pris la lettre et est partie. Louis a été définitivement effacé de l'histoire de ma vie. La loi lui faisait payer ce qu'il me devait. Quant au traumatisme qu'il a causé, je le recouvrirai d'une vie de bonheur. Il n'y aurait plus jamais de place pour lui. Quand Espoir a eu un mois, j'ai organisé une fête à la maison. Mes amis d'université, Chloé et plusieurs de mes riches clients en design d'intérieur y ont assisté. La maison était magnifiquement décorée, remplie de ballons roses et de photos encadrées d'Espoir. Antoine tenait Espoir, vêtu d'un nouveau costume élégant. Espoir portait une petite robe en tulle rose. Elle était dodue et blonde, ses grands yeux grands ouverts, fixant curieusement la foule. Elle ne pleurait ni ne faisait d'histoire. C'était un ange absolu. Tout le monde s'extasiait sur sa beauté et son bon comportement. Je la tenais, acceptant toutes les bénédictions, sirotant du cidre de pomme pétillant, souriant, mon cœur débordant d'un bonheur absolu. Après la fin de la fête et le départ des invités, Antoine et moi avons emmené Espoir dans le jardin. Le printemps battait son plein. Les rosiers grimpants avaient explosé. Les treillis formaient un mur chaotique et époustouflant de rouge, de rose et de jaune. Une douce brise soufflait, et une pluie de pétales de rose tombait en cascade sur la pelouse tondue. Le doux parfum emplissait l'air. Le soleil de fin d'après-midi était parfait, projetant une chaude lueur dorée sur nous. Espoir dormait profondément dans mes bras, sa petite bouche faisant des mouvements de succion, ses longs cils reposant sur ses joues. Elle était parfaite. Antoine se tenait près du treillis, tenant un arrosoir, souriant largement. « Madame, regardez-les. Les roses ont vraiment mieux fleuri cette année que jamais auparavant. » Oui. J'ai avancé, tenant ma fille endormie. J'ai regardé la mer de fleurs. J'ai regardé mon bébé. J'ai regardé le visage heureux d'Antoine et le soleil chaud au-dessus de nous. J'ai souri. Une brise a balayé et quelques pétales roses sont tombés, atterrissant doucement sur mon épaule. Il sentait doux. Ma petite Espoir est née au printemps, à la saison où les roses fleurissent. Elle était ma renaissance, mon lever de soleil, ma plus grande attente absolue pour le reste de ma vie. À partir de maintenant, je serai juste à côté d'elle. Je la verrai grandir. De ses premiers mots à ses premiers pas en passant par son premier jour d'école jusqu'au jour où elle deviendra une femme, je lui donnerai tout l'amour de l'univers. Je lui donnerai un foyer chaleureux et indestructible. Je veillerai à ce qu'elle grandisse en toute sécurité, heureuse et entièrement libre. Et je vivrai ma propre vie au maximum. Je deviendrai la femme que j'ai toujours voulu être afin de pouvoir être un modèle pour Espoir. Je ferai de ma firme de design un empire, lui donnerai la meilleure vie possible et veillerai à ce que son enfance ne soit remplie que de joie. L'ouragan catastrophique que Louis avait apporté dans ma vie était passé. Maintenant, mon monde n'était rempli que de soleil, de fleurs épanouies, de chaleur et de paix. La vie était comme les roses du jardin. Elles fleurissent, elles tombent, et elles fleurissent à nouveau. Année après année, le temps s'écoulant dans un flou de beauté. Quand Espoir a eu 1 an, elle a prononcé son premier mot. J'étais assise sur le tapis du salon, jouant avec des blocs de bois. Elle s'est hissée au bord du canapé, vacillant sur ses petites jambes potelées. Elle m'a regardé, sa petite bouche s'est ouverte, et a clairement et parfaitement dit « Maman ». C'était doux, sucré, et cela a fondu dans mes oreilles comme de la barbe à papa. J'ai figé, terrifié d'avoir imaginé. Des larmes ont instantanément inondé mes yeux. J'ai tendu les bras et je les serrai fort. Espoir. Tu as dit maman? Dis-le encore. Dis-le pour maman.
Elle a jeté ses petits bras autour de mon cou, a frotté sa joue douce contre la mienne, a rigolé et a dit à nouveau fort et clair, « Maman ». Antoine sortait de la cuisine avec une assiette de fraises coupées en tranches. Quand il l'a entendu, il a failli laisser tomber l'assiette. Il s'est précipité, des larmes coulant sur son visage, riant hystériquement. Notre petit Espoir a dit, « Maman, elle est si intelligente. Quelle bonne fille ». Cet après-midi-là, nous deux avons tenu Espoir, la faisant dire « Maman » pendant des heures. Chaque fois qu'elle le disait, nous rions, puis pleurions, agissant comme deux imbéciles absolus. Quand Espoir a eu 2 ans, elle a appris à courir, une minuscule tache d'énergie. Ses petites jambes sprintant sous les treillis de roses du jardin, chassant les papillons et ramassant les pétales tombés, riant sans fin. Antoine la poursuivait, à bout de souffle, criant « Espoir, ralentis, chérie. Ne trébuche pas, fais attention où tu marches. » Espoir ne faisait que courir plus vite, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour lui faire une grimace, criant de sa douce voix de tout petit, « Monsieur Antoine, vous ne pouvez pas m'attraper. » Je me suis assise sur la chaise en osier du patio à les regarder. Je tenais mon Apple Pencil, esquissant un nouveau plan architectural. Le soleil chaud baignait l'écran de l'iPad. Le vent soufflait et un pétale de rose tombait, atterrissant parfaitement sur ma toile numérique. Ça sentait l'été. Quand Espoir en eut assez de courir, elle se jetait sur mes genoux, jetant ses bras autour de mon cou et pressant une poignée de pétales de roses écrasés dans ma paume. « Maman, des fleurs pour toi », disait-elle fièrement. Je la serrais fort, un petit paquet doux, minuscule et chaud, sentant la lotion pour bébé et les roses fraîches. Mon cœur fondait dans une paix absolue. Mon cabinet de design d'intérieur était florissant et la vie était plus belle que je n'aurais jamais pu l'imaginer.